Bonsoir à tous, merci d'être venus. C'est un moment émouvant pour moi parce que c'est la première fois en effet qu'on a ce bouquin qui est pas anodin. C'est un texte que j'avais mis en ligne en PDF juste avant le début de la révolte des Gilets jaunes, où j'ai essayé d'exposer le ressort intime de la Macronie, où on avait essayé de m'absorber de façon assez constante depuis plusieurs années, parce que j'étais un des prototypes de cette classe sociale dont il est issu, et ça m'avait amené à fréquenter toutes les personnes, de Attali à Richard Descoings, en passant par Bigorgne et plein d'autres noms que vous connaissez peut-être pas, mais que vous pourrez découvrir si vous lisez le texte en détail, et dont vous découvrirez à quel point ils sont importants, et probablement plus importants que les hommes politiques dont vous entendez parler souvent dans les médias. Eh bien, comment toutes ces personnes en fait s'étaient mises en branle et en mouvement pour essayer de propulser ce jeune homme aux yeux bleus et aux tempes perlées qui promettait monts et merveilles du fait d'un talent hors norme qu'ils nous ont vendu de façon assez systématique et à travers un système que j'expose justement en m'appuyant en décortiquant de façon détaillée les liens entre pouvoir médiatique, politique et économique, et notamment à travers un triumvirat qui a été essentiel pour l'émergence d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire Bernard Arnault, première fortune de France, quatrième fortune mondiale, 80 milliards d'euros de capital, 40 milliards en 2016, donc quelqu'un qui a une capacité assez fascinante à créer de l'argent et qu'on envie tous. Xavier Niel, qui s'est marié à l'héritière de Bernard Arnault, Delphine Arnault, qui évidemment est une femme très belle et très intelligente, et c'est pour ça il est tombé amoureux d'elle, qui dispose d'un capital de 4 milliards d'euros. Xavier Niel, qui lui-même dispose d'un capital de près de plus de 8 milliards d'euros, enfin ça fluctue selon la valeur des actions de Free. Et Arnaud Lagardère, héritier de Jean-Luc Lagardère, qui était ce qu'on appelait un grand capitaine d'industrie, à qui l'État avait confié toute une série de grandes industries justement qu'il était censé diriger et faire fructifier, notamment Matra, qui deviendrait en fait la matrice avec l'aérospéciale de ADS, donc ce qui est devenu Airbus entre-temps. Jean-Luc Lagardère, qui avait monté un empire qui combinait à la fois industrie lourde, médias, etc., et qui a eu un seul tort, enfin il a eu plusieurs torts, mais un tort pour nous vraiment important, c'est d'avoir un fils qui n'était pas extrêmement brillant, un fils unique, Arnaud Lagardère, qui a hérité de cet empire, qui est devenu le premier actionnaire d'Airbus, et qui était en fait tellement médiocre qu'il a fini par dévaster l'empire au fur et à mesure et avoir à demander l'intervention de l'État pour sauver cet empire. Et donc, dans le cadre d'un plan organisé avec un certain Emmanuel Macron, quand celui-ci était conseiller, secrétaire général adjoint de l'Élysée, conseiller de Hollande, entre 2012 et 2013, organiser la reprise des actions que l'État avait confiées à son père, en gros, de façon indirecte, par des actionnaires commandités par l'État. Et donc, en fait, Arnaud Lagardère en tirerait une plus-value de près de 100 millions d'euros à titre personnel sur une opération qui, en tout, lui rapporterait au groupe 1,8 milliard d'euros, ce qui lui permettrait de payer diverses traites, son hôtel particulier, son yacht et compagnie, et permettrait surtout à Emmanuel Macron de solidifier un appui au sein de l'oligarchie extrêmement important pour assurer sa propulsion, une fois devenu ministre de l'économie, dans de plus hautes sphères, pour devenir président de la République. Car en effet, qui ferait massivement la promotion d'Emmanuel Macron? Ce serait Paris Match et le JDD, qui appartiennent à qui? Grand hasard, à Arnaud Lagardère. Arnaud Lagardère, qui, pour compléter le tableau, était probablement par hasard, avant cette opération organisée avec l'appui d'Emmanuel Macron à l'Élysée, était le client d'Emmanuel Macron à Rothschild, qui avait tenté de vendre ses médias justement sans y arriver à l'époque. Donc, moi, j'essaie de décrire en détail comment s'est constitué en France un pouvoir que je nomme oligarchique, c'est-à-dire où des fortunes d'un certain nombre d'individus qui se sont constitués grâce à l'État, directement ou indirectement, que ce soit Bernard Arnault par la vente de Boussac, par la reprise de Boussac dans les années 80, qui était un très grand groupe textile qui avait des marques de grande valeur, notamment Cardin, Dior, etc., mais aussi d'autres marques qui étaient en grande difficulté, qui avaient besoin d'un repreneur, et que le gouvernement de Fabius confierait à Bernard Arnault contre des garanties en termes de maintien de l'emploi et de l'ensemble des différentes activités du groupe. Garantie qu'évidemment Bernard Arnault ne respecterait pas en licenciant plus de 3000 personnes et surtout en séparant des marques qui n'avaient pas de valeur, en inventant des repreneurs fictifs qui viendraient racheter
pour immédiatement mettre en liquidation les marques les moins rentables, donc ce qui amènerait à la suppression de plus de 3000 emplois, et tout en récupérant des aides publiques en plusieurs centaines de millions de francs. Donc ça commencerait par une première aide de 300 millions de francs, mais en tout, la totalité des aides qu'il récupérerait par l'État pour faire ce qu'il n'a pas fait, finalement, avoisinerait les 300 millions d'euros et permettrait à ce Bernard Arnault, qui disposait certes d'une petite fortune familiale, parce qu'on n'arrive pas dans ces cercles-là sans raison, et qu'il était par ailleurs polytechnicien, ce qui lui avait permis d'être coopté au sein des élites de l'État, de construire une fortune immense sur le dos des citoyens français et surtout des employés de son groupe, jusqu'à devenir donc l'un des hommes les plus riches de la planète et chercher à s'exiler fiscalement en Belgique. Vous vous souvenez peut-être, courant 2011, demander la nationalité belge pour payer moins d'impôts. Parce que bon, quand vous avez plusieurs dizaines de milliards d'euros dans un compte en banque, évidemment, vous n'avez pas forcément les moyens de payer des impôts. Et donc, cette personne dont la fortune se fait grâce à l'État, donc l'État, c'est quoi? C'est ce que l'État, il faut quand même le rappeler, parce que ces personnes-là l'oublient souvent, c'est une machine que l'on a créée et que l'on nourrit avec notre sueur, notre sang, notre larme, avec les taxes, les impôts, etc., de façon à ce qu'il protège nos intérêts. Donc l'État, ce n'est qu'un réceptacle de l'ensemble de nos efforts qui visent que l'on espère qui sera suffisamment rationnel, utile, etc., pour ensuite défendre nos intérêts, nous protéger, etc. Eh bien, cet État-là va être pillé par un certain nombre de personnes au cours des années qui vont s'en considérer les détenteurs et qui vont s'assurer de leur rapport avec cet État-là pour récupérer des ressources qui vont ensuite constituer leur fortune personnelle, tout en réclamant ensuite, évidemment publiquement, que l'on réduise la taille de cet État qui est trop important et qui dépense trop pour les personnes qu'il est censé servir. Ces personnes-là mettent en place ce système comment? Comment est-ce qu'ils arrivent à convaincre ces hommes politiques de les assurer de leur soutien et de mettre en place ces compromis oligarchiques? Eh bien, l'un des outils principaux, une fois que la corruption et le financement des campagnes illégales devient de plus en plus difficile, c'est la visibilité, l'accès à la visibilité. Et comment est-ce que vous garantissez l'accès à la visibilité à des hommes politiques? C'est en rachetant des médias. Et donc ces personnes-là vont investir massivement dans les médias. Bernard Arnault va le faire de plusieurs façons. D'une part, il va racheter directement des médias, notamment Le Parisien, donc qui est quand même pas rien, mais aussi en devenant le premier annonceur de France. Et donc en faisant dépendre les médias de l'ensemble du pays de sa capacité, de sa volonté, d'y placer des publicités à travers son groupe LVMH ou non. Et ce pouvoir qui pourrait sembler virtuel est en fait très réel, c'est-à-dire qu'il y a eu notamment après cette affaire de tentative d'exil fiscal, cette une de Libération qui avait été, je ne sais pas si vous vous en souvenez, Casse-toi pauvre riche, qui avait été faite sur Bernard Arnault, évidemment pour essayer de renvoyer le doigt d'honneur qu'il faisait au pays qu'il avait construit. Qu'est-ce qu'a fait Bernard Arnault? Il a retiré l'ensemble des publicités du groupe LVMH de Libération pour essayer de les mettre à genoux. Ce n'est pas le seul exemple. Après un éditorial particulièrement rude qu'avait fait Le Monde courant 2009 contre Nicolas Sarkozy, il y avait eu ce mouvement extraordinaire de la part de Bernard Arnault, Vincent Bolloré et Arnaud Lagardère. Tous les trois avaient décidé successivement, dans un mouvement initié par Bernard Arnault, de retirer l'impression de leurs médias, de leur presse, des imprimeries du Monde. Et donc, parce qu'à l'époque, en fait, les imprimeries du Monde assuraient l'impression de toute une série de titres, afin de mettre à genoux Le Monde, pour provoquer en fait une opération de rachat qui permettrait à Sarkozy d'en reprendre le contrôle. En effet, très rapidement, l'imprimerie du Monde se trouve en situation de faillite technique et Le Monde, pour la première fois de sa vie, de son histoire, se retrouve en situation de devoir mettre en jeu son indépendance et de s'ouvrir et de se mettre sous la coupe d'actionnaires qui vont se mener une lutte féroce pour en prendre le contrôle. Et donc il va y avoir des offres qui vont apparaître. D'un côté, on va avoir une offre montée par l'inénarrable Alain Minc, qui va essayer de faire entrer un groupe de presse international espagnol, Prisa, au sein du capital. Il va y avoir Perdriel, et il va y avoir un triumvirat assez étrange, un peu sorti de nulle part, composé de Xavier Niel, Mathieu Pigasse et Pierre Berger, qui décident de se mettre d'accord et qui vont donner l'impression qu'ils font ça pour sauver l'indépendance du Monde. Et que parce qu'ils sont anti-sarkozystes, ils sont la garantie
pour Le Monde, pour les journalistes du Monde, que leur indépendance sera assurée, même si dans les faits, ce qui est en train de se passer, c'est une mise à genoux de ce média qui jusqu'alors avait été indépendant et son absorption par le système oligarchique. Il y a un petit jeune de 35 ans qui est un banquier d'affaires assez méconnu à cette époque-là, d'un peu moins de 35 ans d'ailleurs. Je pense que il avait à l'époque 33 ans, voilà, qui avait un parcours assez classique, lycée privé prestigieux dans sa ville d'origine, Amiens, qui décide, grâce à son entre-gens, de monter à Paris et de rentrer dans un des lycées les plus prestigieux de France, Henri IV, ce qui va lui permettre de se laisser absorber par les petites élites parisiennes, dont la femme va devenir professeure dans un des lycées privés les plus prestigieux de France, Franklin, où elle devient professeure de qui? Des enfants d'Arnaud, et vous allez voir, de Bernard Arnault, vous allez voir que tout ça se recompile. Et ce jeune garçon qui essaye de passer l'école normale supérieure en faisant une hypocagne, le rate une fois, le rate deux fois, du coup passe par Sciences Po, le retente une troisième fois, le rate une troisième fois, se dit, bon, bah, je vais peut-être passer à autre chose, tente l'ENA, le rate une première fois et finit par avoir l'ENA à deuxième reprise. Donc il passe les 5 plus belles années de sa vie à préparer de façon assez névrotique des concours qu'il rate 4 fois avant de l'avoir la 5e fois. Ce jeune garçon aux yeux bleus et aux tempes perlées décide, après 4 ans au service de l'État, théoriquement, hein, à l'inspection des finances, le grand corps de l'État chargé de contrôler l'utilisation des deniers que nous tous donnons à la collectivité pour qu'elle la redistribue de façon juste et pour s'assurer que donc cette redistribution est juste et que cette personne à qui l'on confie cette responsabilité immense et cette chance immense d'avoir accès au cœur du pouvoir, au cœur nucléaire du pouvoir pour s'assurer que cela se fait de façon juste, décide au bout de 4 ans en fait, d'utiliser les ressources que lui a confiées l'État, non pas pour participer au bien commun, mais de passer dans une banque d'affaires où il va participer à des affaires de fusion-acquisition qui vont lui permettre de gagner beaucoup d'argent, 2,5 millions d'euros en quelques années, et de mettre en fait, d'absorber ce capital que l'État lui avait donné pour le remettre dans les mains de quelques-uns au détriment du bien commun. Donc cette personne-là est à ce moment-là dans cette position et il se dit, il faut que je nourrisse, il faut que je me renforce. Et donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va proposer très amicalement à la Société des rédacteurs du Monde, donc les journalistes qui sont un peu paniqués, qui se disent mais quand même c'est quand même une situation compliquée. Là on vient d'être assiégé par 3 oligarques qui nous forcent à nous vendre littéralement. Qu'est-ce qu'on fait? Et donc il y a un jeune garçon qui a l'air super sincère et sympa de chez Rothschild qui leur dit mais je vais vous aider, c'est gratuit, ne vous en faites pas. Quand vous êtes journaliste du Monde, théoriquement vous êtes censé vous suspecter ce genre de personnes, mais visiblement ils n'avaient pas la formation suffisante pour le faire. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ils lui font confiance. Emmanuel Macron, c'est de lui dont on parle depuis le début, évidemment, va prétendre agir en leur faveur, mais en fait va s'agiter en sous-main pour favoriser l'offre d'Alain Minc, qui est en fait son protecteur depuis très longtemps. Il rencontre, dans le cadre des négociations, Xavier Niel, Mathieu Pigasse et Pierre Berger. Il les assure qu'il aime beaucoup leur offre, etc. Il commence à les séduire. Il essaye en fait de se vendre au plus offrant entre un camp et l'autre. Et il se trouve, par pur hasard, qu'à un moment, le président de la Société des rédacteurs du Monde, un des journalistes du Monde, rencontre, c'est Emmanuel Macron, qui avait l'air si sincère, si sympa, et qui était là que pour les aider, au bas d'un immeuble. Et il voit Emmanuel Macron, et il va lui parler, et il voit qu'Emmanuel Macron panique, et rentre dans l'immeuble et s'enfuit. Et du coup, il ne comprend pas, il le suit, et il monte, et il voit qu'Emmanuel Macron est monté au dernier étage de l'immeuble. Et donc il se dit, qu'est-ce qui se passe? Il le suit, il est inquiet, il suit Emmanuel Macron jusqu'au dernier étage, et là il le voit, Emmanuel Macron prend avec son téléphone, il dit non, là je peux pas, je sais pas quoi, il redescend, etc. Et là, qu'est-ce que voit le journaliste du Monde? Il l'a raconté, cette anecdote publiquement. Bah, il voit que c'est les bureaux d'Alain Minc. C'est-à-dire qu'en fait, Emmanuel Macron était en train de travailler en sous-main avec Alain Minc, tout en prétendant être au service de la Société des rédacteurs du Monde. Évidemment, Emmanuel Macron faisait ça de la même façon qu'il était rentré chez Rothschild et qu'auparavant, à l'inspection des finances, il avait accepté d'être un des rapporteurs de la commission Attali, où il écrirait d'ailleurs, et pardon, ça a l'impression de sauter du coq à l'âne, mais vous allez voir, tout se rejoint, où il écrivait l'introduction de ce rapport à Attali, quelques semaines avant la crise des subprimes, en disant nous nous ouvrons maintenant à une phase de croissance infinie, sans aucune interruption. Donc on voit le talent visionnaire de cette personne.
Emmanuel Macron, donc, qui avait choisi de faire ce rapport, qui avait été nommé à ce rapport, à cette position de rapporteur par un certain Jean-Pierre Jouyet, dont on va reparler très vite, et se retrouver en fait dans une position de couardise absolue, en train de servir les uns les autres et de les trahir mutuellement dans un seul but, se faire voir de cette petite élite pour évidemment se faire propulser au sein du pouvoir. À la fin, c'est Xavier Niel qui gagne l'offre parrainée par Xavier Niel qui gagne la confiance des rédacteurs du Monde. Pourquoi ? Parce qu'ils pensent sincèrement que Xavier Niel, comme il le dit, est un opposant de Sarkozy. Donc Xavier Niel fait croire pendant cette période que c'est un opposant de Sarkozy. Sauf qu'en fait, Xavier Niel rachète Le Monde, comme il va racheter ensuite l'Obs et toute une série d'autres médias dans lesquels il va investir, dont Bakchiche, Mediapart, etc., pour une seule raison, pour s'assurer de la prise de contrôle médiatique qui vont lui donner la sympathie des hommes politiques qui dirigent l'État et qui vont lui permettre, quelques semaines plus tard notamment, de se voir octroyer quoi ? De se voir octroyer la licence téléphonique qui va démultiplier qui va permettre à Free de rentrer dans le marché du mobile et qui va démultiplier sa fortune et lui permettre de devenir l'un des hommes les plus puissants de France. Xavier Niel va faire nommer un homme lige au sein de la direction générale du Monde, Louis Dreyfus, qui va être chargé des recrutements, promotions, licenciements au sein de l'institution. Il ne va pas investir au sein du Monde. Au contraire, il va mettre sous pression les rédactions de façon à ce qu'il y ait une inquiétude naissante au sein de la rédaction sur sa capacité à intervenir sur la vie des journalistes, pour que, par ailleurs, il n'ait pas lui-même à intervenir directement sur les contenus. Il va commencer à déjeuner, et il le fait toujours aujourd'hui, un mercredi sur deux avec le directeur de la rédaction du Monde et avec le directeur général, après avoir fait virer la directrice précédente, Nathalie Noungared, qui était probablement trop intègre pour lui, en provoquant une rébellion au sein du journal. Et il va envoyer Jérôme Fenoglio, directeur du Monde, sur les plateaux. Notamment, vous pouvez retrouver cette émission magnifique dans l'Instant M, qui est censée être une émission critique des médias sur France Inter, mais qui est d'une servilité extraordinaire, dans laquelle Jérôme Fenoglio explique toute honte bue que, évidemment, Xavier Niel n'intervient en rien dans les contenus, qu'il n'a jamais discuté de fond avec Xavier Niel et que du coup, évidemment, à nous de deviner pourquoi est-ce qu'ils déjeunent, hein, de quoi ils se parlent lors de leur déjeuner bimensuel, probablement de la pluie et du beau temps et des partenariats avec Snapchat, et c'est tout. Donc, Xavier Niel met en place ce système, ce dispositif, de la même façon que Xavier Niel avait construit ses entrées au sein de l'État, de l'appareil de l'État à la fin des années 90 pour obtenir une autorisation d'exercice en tant que fournisseur d'accès à Internet. Et donc, de la même façon que Bernard Arnault a construit sa fortune en s'appuyant directement sur les appuis de l'État, Xavier Niel, qui avait fait sa fortune jusqu'alors dans le proxénétisme et dans le Minitel Rose, va réussir à devenir le milliardaire que l'on sait en s'appuyant sur les relais au sein de l'État pour entrer dans des marchés régulés, où il va se retrouver notamment avec l'aide de la banque Goldman Sachs en position oligopolistique et donc en position de créer des rentes qui vont lui faire récupérer des millions sans aucune difficulté, ce qui va lui permettre à son tour d'acheter des médias qui vont lui permettre de fabriquer un certain nombre d'allégeances, de systèmes d'allégeance et de candidats qui vont à leur tour être propulsés dans l'espace médiatique et pouvoir en retour lui rendre des services. Tout cela pourrait sembler un peu abstrait, virtuel, complotiste, etc. Je vais vous donner deux éléments factuels d'intervention directe de Xavier Niel dans l'espace politique français. Le premier, moi je l'ai connu personnellement parce que en tant que Brion-sur-Jon, et je suis évidemment très ironique de cette élite ayant fait cocher toutes les cases qu'il fallait pour me faire remarquer de ces gens, monsieur, j'ai été invité à déjeuner par Xavier Niel, parce qu'évidemment Xavier Niel adore déjeuner avec des jeunes garnements qui ont fait des grandes écoles pour le plaisir de la discussion et pas du tout pour essayer de construire des réseaux d'allégeance qui le serviront ensuite. Donc Xavier Niel m'invite à déjeuner en janvier 2014. Il me fait tout un numéro en m'expliquant que ses relations avec Bernard Arnault sont catastrophiques, avec son beau-père sont catastrophiques. Évidemment, depuis, il a investi avec lui dans des dizaines d'entreprises, mais on le croit. Et évidemment, il ne s'est pas marié avec Delphine parce qu'elle est la fille de Bernard Arnault. Donc il essaie de se présenter comme une sorte de rebelle de l'establishment qui ne s'est pas du tout vendu, etc. Moi, j'essaie de lui dire, mais attendez, quand même, c'est quand même un peu délicat, hein, votre investissement dans le monde, ça risque de vous retomber dessus à un moment ou à un autre. Et en fait, je sens l'hubris monter chez cet homme qui, à la fin, me fait un numéro qu'apparemment il fait de façon assez régulière, parce que du coup, après, je me suis senti curieux de ce personnage, j'ai commencé à enquêter, etc.
C'est-à-dire qu'il m'a montré son téléphone portable en me disant « Oh, regardez qui vient de m'écrire !» Et en l'occurrence, la personne qui venait de lui écrire, en janvier 2014, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est alors secrétaire général adjoint de l'Élysée. Et il me dit, vous savez, il veut devenir président de la République. Et moi, je dis, moi, j'ai vu l'année dernière en conférence à Sciences Po, c'est quand même pas la personne la plus brillante qui soit. Ça m'inquiète un peu si cette personne veut devenir président de la République. Et là, et il me dit, mais non, non, il est vraiment génial. Et vous allez voir, il va devenir président de la République. Et là, je lui dis, oula. Et Emmanuel Macron est devenu président de la République, donc j'ai ravalé voilà, mon orgueil. Mais, et Xavier Niel, en 2017, raconte à son entourage, qui me l'a raconté, donc des personnes qui ont accès direct à lui. Donc est-ce qu'il mentait en leur disant ça ou ça, je n'ai pas de moyen de le vérifier, mais il racontait aux personnes qui étaient proches de lui qu'il parlait tous les jours au téléphone avec Emmanuel Macron depuis qu'il avait été élu à l'Élysée. Et je rajoute donc un deuxième élément factuel pour montrer qu'en fait, c'est pas du tout des délires complotistes, ni juste des personnes qui se vantent ou qui racontent n'importe quoi. Il y a un ouvrage qui est sorti en septembre 2018 qui s'appelle Mimi, qui porte sur une personne d'excellente facture, Mimi Marchand, la reine des paparazzi, son surnom, condamnée pour trafic de stupéfiants parce que arrêtée en portant 500 kilos de hashish dans une camionnette avant d'être vue en juillet 2017 dans le bureau du général de Gaulle en faisant lever de la victoire après l'élection d'Emmanuel Macron. Cette personne-là est présentée par Xavier Niel à Brigitte Macron dans le palais en marbre rose, réplique du Trianon de Versailles, dans lequel vit en toute modestie Xavier Niel dans le 16e arrondissement. Et elle lui est présentée pour une seule raison, d'une part parce que Xavier Niel connaît cette femme depuis qu'il a fait de la prison en même temps qu'elle faisait de la prison, et donc ils ont eu un avocat commun, donc l'un pour proxénétisme et l'autre pour trafic de stupéfiants. Et il lui présente pourquoi ? Parce qu'il y a des rumeurs à l'époque qui concernent la sexualité d'Emmanuel Macron. On en a tous entendu parler, le président lui-même en a parlé, donc on peut en parler librement. Et à l'époque, Brigitte Macron est inquiète de la véracité de ces rumeurs, et notamment de rumeurs assez précises qui tournent dans le petit milieu parisien, de photos qui montreraient Emmanuel Macron tenant la main d'un homme sur le boulevard de Montparnasse. Et Xavier Niel dit à Brigitte, qui a intimidé, qui est attaqué sur deux plans à cette époque-là, dans l'espace public, sur son âge et sur la question de la sexualité de son mari. Et donc, il y a quelqu'un qui est relativement fragile. Et donc, Xavier Niel sent le filon et lui dit « Mais non, mais viens, moi, je connais quelqu'un qui peut t'aider. » Là, il y a Mimi Marchand à qui il la présente. Il dit « Regarde cette excellente femme qui est de bonne aloi, elle va pouvoir t'aider. » Et Mimi Marchand lui dit « Mais non, si ces photos existaient, je les aurais vues passer. Elle serait passée par moi parce que moi je contrôle en fait toute la circulation de l'information. J'ai des relais dans le milieu, dans les paparazzis, dans la police, etc. » Brigitte Macron est soulagée et Mimi Marchand en profite et dit « Mais moi je peux vous aider pour votre communication. » Ça c'est raconté dans le livre Mimi. Et Brigitte dit banco, donc on devine que Xavier Niel en fait va financer cette opération qui va déboucher sur les paparazzades, les fausses paparazzades que vous avez tous vues dans Paris Match, d'Emmanuel et Brigitte en maillot de bain sur la plage. Et en gros, à partir de là, les 29 unes de médias en papier glacé, Paris Match, VSD, etc., qui vont être faites à partir de 2016 pour propulser Emmanuel Macron dans l'espace public et faire de cette personne qui avait été cooptée par le petit Paris quelqu'un qui soit présenté au peuple français et donc présidentiable. L'ouvrage Mimi raconte ça. Ça nous pose une question importante, qui est de savoir que Xavier Niel s'introduit dans l'espace politique. Il fait ça. Il organise aussi des visites, des pseudo-visites neutres pour Emmanuel Macron dans l'école 42, dans les différents espaces des nouvelles technologies, pour donner l'impression aux Français que cette personne est une incarnation de la modernité, alors qu'il adore Lynn Renault, et que c'est vraiment la jeunesse absolue, et qu'il se prend en photo avec je ne sais pas qui c'était, Patrick Sébastien, enfin vous voyez, et donc pour essayer de donner l'impression que c'est l'incarnation, la personne qui est la plus à même de répondre aux défis des nouvelles technologies, etc. Xavier Niel, qui par ailleurs, et dernier point qui va lui permettre d'aider Emmanuel Macron, va l'aider énormément pour les levées de fonds et va lui présenter beaucoup de personnes qui vont donner le maximum légal, ce qui va faire que Emmanuel Macron, en mobilisant ses moyens et les moyens de l'État quand il est ministre de l'économie, à travers des dîners organisés au sein du cabinet, etc., va, avec seulement 900 personnes, réussir à récolter près de 7 millions d'euros, donc la moitié quasiment du budget, la moitié d'un budget moyen d'une campagne présidentielle, et donc effectivement se lancer, se propulser. Parce que ces personnes respectent toujours la loi, d'apparence en tout cas. Xavier Niel n'a pas donné directement de quoi propulser cette personne. Il a organisé un système de façon
a aidé à la propulsion de celui-ci avec son beau-père Bernard Arnault, de ce monsieur avec l'aide de son beau-père Bernard Arnault qui dînait toutes les semaines à Bercy avec Emmanuel Macron. Tout rapport avec les politiques fiscales qui ont depuis été adoptées par ce gouvernement est évidemment fortuit. Donc, on se retrouve dans une situation où Xavier Niel met en branle une opération de communication avec l'aide de cette personne de bonne facture, mais aussi se met en position assez inquiétante. Et on voit là, en fait, à quel point ça peut atteindre au système démocratique de façon plus pernicieuse qu'on pourrait le penser. Et si ça avait été vrai, voire et si c'était vrai, et si ces photos existaient, et si Xavier Niel et Mimi Marchand qui évidemment avait fait toute la campagne d'image de Xavier Niel pour s'assurer que personne ne se souvienne qu'il avait été proxénète et avait investi dans le Minitel Rose, qu'il avait fait des procès à des journalistes qui les avaient amenés à des gardes à vue, etc. Au moment de racheter Le Monde, il fallait effacer tout ça parce que sinon, c'est sûr qu'on n'aurait pas cru que c'était le sauveur des médias et de l'indépendance de la presse, comme on a essayé de nous le présenter de façon assez scandaleuse jusqu'à aujourd'hui. Si ça avait été vrai que ces images avaient, vous imaginez le poids et la capacité de chantage, si c'était vrai, on va le laisser au présent, qu'a Xavier Niel sur le président de la République. C'est-à-dire qu'à tout moment, cette personne aurait pu lui dire, mais à ce moment, si tu ne fais pas ci, ou lui laisser entendre, pas forcément un chantage actif, qu'il pouvait faire sortir cette information et le détruire. Donc on voit bien à quel point en fait ça peut être extrêmement pernicieux, voire complètement destructeur. Donc on a cet ouvrage qui nous raconte ça. Et là on peut se dire, quand même, on vit quand même en démocratie, c'est plutôt pas mal. Il y a des gens qui sont capables d'écrire ces informations. C'est un journaliste du Parisien avec une autre journaliste. C'est chez Grasset, très bien. Sauf qu'il ne nous raconte pas. Quand vous lisez l'ouvrage, petit détail, on a l'impression que c'est Mimi Marchand qui a été capable d'imposer à Paris Match des unes grâce à ses paparazzades. Et là, on se dit quand même, c'est un peu bizarre, non ? Une sorte de proto-mafieuse qui a été condamné pour trafic du stup, qui décide qu'est-ce qu'il y a en une du JDD, de Paris Match. Après mais ça, on y réfléchit à contre-temps. Et temps de se rendre compte qu'il y a peut-être un élément manquant, que cet élément, je vous l'ai présenté, c'est lequel ? C'est évidemment Arnaud Lagardère. Et que c'est via Lagardère que Mimi Marchand a l'autorisation, la possibilité d'organiser, qu'en fait Mimi Marchand n'est que la factotum, n'est que la femme de main qui va permettre à l'opération de se mettre en place dans une alliance oligarchique qui vient bien au-dessus de ça. La question se pose, pourquoi est-ce que l'ouvrage ne nous parle pas d'Arnaud Lagardère ? Pourquoi est-ce qu'on nous présente Mimi Marchand comme étant celle qui organise ce système, alors qu'en fait, ça n'est pas le cas ? De la même façon qu'on parle de Benalla de façon obsessionnelle sans essayer de parler de ce qu'il y a derrière. Parce qu'il se trouve que Grasset appartient à un groupe qui s'appelle Hachette. Et Hachette appartient à qui ? À Lagardère. Et là, vous dites, il y a quand même un problème, quoi. C'est-à-dire qu'on fait un livre d'investigation dans lequel on prétend vous dire la vérité, avoir des révélations exclusives qui vous permettent de comprendre comment fonctionnent les systèmes politiques. C'est beaucoup plus pervers qu'une censure, dans laquelle on ferait taire tout, et d'une certaine façon, nous saurions que quelque chose ne fonctionne pas comme c'est censé l'être, mais on accepterait qu'on ne nous le dise pas. Là, on prétend nous le dire, alors qu'en fait, on utilise cet ouvrage pour cacher la dimension la plus importante du problème, qui n'est évidemment pas Mimi Marchand, dont tout le monde se fiche, mais Arnaud Lagardère. Et qu'est-ce qu'on fait en faisant ça ? On crame un lampiste, un clampin, qu'on va pouvoir évidemment remplacer par la première venue derrière sans aucune difficulté. Et en faisant ça, on protège le système qui peut continuer à se reproduire. Eh bien, cette déficience dans le marché de l'information n'est qu'une parmi des dizaines et des dizaines d'exemples qui vous donnent l'impression d'être informé, mais qui font que si vous n'avez pas une information d'ensemble, si vous n'avez pas une capacité à croiser les sources de façon systématique, toutes les personnes qui aujourd'hui participent au marché de l'information, qu'ils soient journalistes, éditeurs, etc., ont un lien avec le système oligarchique d'une façon ou d'une autre, et donc sont obligés à un moment de masquer une part de la réalité. Et par ce masque, du coup, vous désinforme et surtout, en fait, vous empêche d'agir sur le réel. Il vous empêche d'activer, de devenir actif en tant que citoyen. Et donc, cet ouvrage, c'est une sorte de tentative de croisement de toutes ces sources-là, via une émancipation assez radicale de ces rapports de force. Et évidemment, qu'est-ce que ça produit en l'ayant vécu de l'intérieur? Qu'est-ce que ça produit? Ça produit le fait que le bouquin devient inéditable. Et que donc, à force de me prendre des murs, je décide de le mettre en PDF gratuitement sur Internet, où il va quand même atteindre les 750 000 vues, ce qui est énorme.
va attirer la curiosité d'un certain nombre d'éditeurs. Je me souviendrai toujours de Robert Laffont qui dit « ça y est, on est prêt », il va voir la personne qui l'édite, va voir les commerciaux, il fixe une date de sortie, etc. 3 jours plus tard, ils me disent « contre-ordre, je suis désolé, on ne peut pas le sortir ». Et Denis Robert, à ce moment-là, qui est un grand journaliste d'investigation, me dit « bon, bah, écoute, moi je vais t'aider, moi je connais plein de gens dans l'édition, j'ai fait des livres à plusieurs centaines de milliers de ventes, il y a un point important, ça va aller, on va trouver comme ça ». Premier éditeur refus, deuxième éditeur refus, troisième éditeur refus, quatrième éditeur refus. Et là, il revient vers moi déconfit, il me dit « pardon, mais j'ai jamais vu ça ». Donc, on se retrouve face à ça. Moi, je dis « bon, bah tant pis, le texte est en PDF ». Et il se retrouve qu'à force de tourner, le PDF se trouve entre les mains d'une éditrice nîmoise, d'Au Diable Vauvert, Marion Mazoric, qui se dit « il faut que je l'édite ». Et cette éditrice qui ne participe pas au jeu du Petit Paris a une mécène. Et cette mécène s'appelle Vera Michalski. Et donc elle appelle cette mécène Vera Michalski, qui, pour ma plus grande chance, notre plus grande chance, est suisse et pas française. Donc elle est un peu en dehors de ces rapports de force, mais c'est quand même l'héritière des laboratoires Roche. Donc elle se dit, bon, c'est un peu compliqué, être une fortune suisse, mais bon, je vais tenter, quoi. Elle l'appelle, et là, Vera Michalski, magnifique, elle va prendre l'avion, elle dit, ah mais attends, mais je viens de recevoir le PDF, quelqu'un me l'a envoyé, attends, je vais le lire dans l'avion. Et je te rappelle en sortant, elle sort de l'avion et il dit, écoute, on y va. Et ligne de crédit illimitée, en gros, pour tous les frais qu'il pourrait y avoir. Et en fait, donc cet ouvrage va réussir à paraître parce que un membre de l'oligarchie suisse, parce qu'il n'a rien à faire des arrangements qu'il y a en France, et parce qu'à un moment, elle s'est prise de passion pour la Camargue et compagnie, et donc a mis un pied quand même en France, finit par se dire, allez, banco, liberté, on y... Mais enfin, c'est dire à quel point le système français est complètement vérolé. Ce livre était inéditable autrement. Et vraiment, on l'a vraiment vécu, en fait, pendant un mois de tentatives, d'échecs, etc. Et y compris en ayant cet accord, ça a été une lutte mais hallucinante avec les distributeurs, les diffuseurs, avec les avocats qui nous disaient mais il y a un problème par page, donc il ne faut pas le sortir. Parce qu'on n'a pas le droit, et ils me disent, un des plus grands avocats parisiens, hein, qui nous écrit une note en disant on ne peut pas dire que Lagardère était le client de Macron chez Rothschild, c'est une atteinte à la vie privée. Et le droit français est fait de telle façon que vous pouvez être condamné pour atteinte à la vie privée, quels que soient les enjeux d'intérêt public, etc. Et on a comme ça une liste, mais vraiment de 300 significations diverses dans le bouquin, qui font qu'en fait, on comprend pourquoi personne n'écrit ce qui est écrit dans ce livre. On comprend pourquoi en fait il y a un effet de système qui fait que malgré le fait qu'il existe dans l'espace politique et médiatique et journalistique français, il y a toute une série d'effets de système qui font qu'il est impossible normalement, théoriquement, de le faire, si ce n'est d'aller faire un harakiri et de se dire bon bah allez on y va. Bon bah on a fait cet harakiri. C'est pour ça que c'est pour moi très émouvant que l'objet existe. Et quand je l'ai eu la première fois, je l'ai vraiment serré dans mes mains parce que je me disais miracle, quoi, miracle. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe? On parle de l'ouvrage en Espagne, en Norvège, je fais la matinale de la première radio belge, on en parle en Angleterre, en Inde. En France, rien du tout. On révèle comment, quand même, hein, comment la femme d'Édouard Philippe a été recrutée à Sciences Po à un poste pour lequel elle n'avait pas de qualification, après qu'Édouard Philippe, comme adjoint au maire du Havre, ait attribué à Sciences Po des subventions. Je veux dire, à côté, l'affaire Fillon et les costumes, c'est peanuts. Est-ce que vous avez vu une dépêche AFP dessus, un début d'article? Rien. Pourquoi? Parce que dès le moment que vous commencez à traiter de l'ouvrage, où en fait je détaille l'ensemble des systèmes de compromission dans l'espace médiatique, politique, etc., dès le moment que vous le mentionnez une fois, vous êtes foutu. Vous êtes complètement foutu parce qu'évidemment, vous êtes obligé de vous ouvrir une brèche et ça vous tombe dessus et évidemment, ça devient extrêmement humiliant. Et donc, face à ces résistances multiples, il y a un effet de bouche à oreille qui s'est construit miraculeux. Une seule raison, les Gilets jaunes. C'est-à-dire une compréhension en fait, qu'il y avait un système qui s'était mis en place qui en effet avait désouverainisé le peuple français et qu'il fallait en passer par des sources alternatives. Et donc une sorte d'évolution comme ça presque monstrueuse en fait, de consommation de l'objet qui a fait qu'on se retrouve aujourd'hui. Et c'est là où en fait, on va peut-être réussir, même temporairement, à renverser les rapports de force qu'établit le système, parce que ce système ne fonctionne que par intérêt et pas par idée, et qu'à partir du moment où le lucre lui apparaît, eh bien, on peut en fait contrevenir aux principes qu'on s'était fixés, notamment de non-diction des effets de corruption, etc. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On s'est retrouvé très rapidement, avant même la sortie en première vente sur Amazon, et du coup en pré-vente, mais devant 1 500 000 livres, et du coup des commandes massives de la FNAC, et tout le monde en fait s'hystérise et se dit ah merde, en fait on devrait peut-être le mettre sur les rayons parce qu'en fait on va peut-être en tirer quelque chose, mine de rien, même si c'est pour exploser tout le reste. Donc ce qui montre quand même à quel point
tout ça fonctionne de façon relativement peu saine. Donc, pourquoi est-ce que je vous parle de cet objet et plus généralement de ces questions médiatiques alors que la discussion que l'on a est sur la question de la dérive autoritaire? Parce qu'une démocratie dans laquelle vous votez sans être informé n'est pas une démocratie. Si vous votez avec les yeux bandés, quelle est la différence entre votre régime et un régime autoritaire? Si vous votez pour un candidat que l'on vous a présenté comme l'homme le plus brillant de sa génération, qui a eu un 3e prix du concours municipal d'Amiens, donc qui était un grand pianiste, qui a réussi à séduire un philosophe sur le retour, Paul Ricoeur, sur son lit de mort, et qui donc a été un grand philosophe, qui a réussi le concours de l'ENAM, et qui était normalien, parce qu'on a prétendu qu'il était normalien, alors qu'il a raté 4 fois les concours. Moi, j'en ai rien à faire des concours de normal. C'est Emmanuel Macron qui en a fait toute une obsession pour essayer de se légitimer. Pourquoi est-ce qu'il a fait tout ça? Parce qu'il avait dans les faits aucun titre de gloire réel à faire voir qu'est-ce qu'avait fait cet homme au service d'une idée, qu'est-ce qu'avait fait cet homme au service d'un autre tout au long de sa courte carrière en tant qu'être adulte. Rien du tout. Il n'avait rien à proposer, si ce n'est le fait qu'il était joli avec sa femme et qu'il était d'une intelligence présupposée supérieure, ce que les médias ont accepté de relayer de façon humiliante pour eux, finalement, parce que fondé sur rien, si ce n'est sur leur besoin d'imposer un candidat à un moment où le système s'effondrait par chutes successives de ceux qui avaient jusqu'ici servi le système oligarchique que je décris. Eh bien, cet être-là, évidemment, nous l'avons élu en méconnaissance de cause, via une opération de propulsion médiatique et de notoriété qui est allée beaucoup trop vite, qui nous a empêchés de cerner à temps le personnage, qui a fait qu'évidemment, dès les premières semaines de son mandat, eh bien, il y a eu un écart qui a commencé à se créer de façon irrémédiable, jusqu'à ce qu'on comprenne en fait que l'arnaque avait été complète et qu'on rentre dans un fonctionnement de crise assez structurel avec les Gilets jaunes. Une démocratie n'existe pas sans information complète, juste, etc. Et donc, évidemment, quel est le pendant de ce présupposé, de ce postulat? C'est que tout système qui s'appuie sur un univers informationnel défaillant ne peut que devenir autoritaire, parce qu'il ne va pouvoir s'imposer à un moment que par la force, puisqu'il n'aura pas réussi justement à se construire une base sociale suffisamment informée et donc suffisamment pérenne qui lui permettra de mener à bien ses politiques publiques. Et donc la dérive autoritaire de Macron est inscrite dans les fondements d'un pouvoir qui à aucun moment n'entre en rapport avec le peuple, qui va être un pouvoir d'imposition, qui va naître qu'au service qui va ne se mettre qu'au service de ceux qui l'ont institué. Et c'est quelque chose dont on peut faire remonter la genèse à son action comme conseiller de Hollande, comme secrétaire général adjoint de l'Élysée, comme me l'a dit très joyeusement Jérôme Cahuzac quand je l'ai rencontré dans le cadre de l'enquête pour ce livre, au premier étage du Flore. Mais moi, je ne vais rien vous dire de méchant d'Emmanuel. J'adore Emmanuel. On a écrit ensemble le programme économique d'Emmanuel Macron, de François Hollande, pardon. Donc, moi, je l'ai remercié de cette amabilité en faveur d'Emmanuel Macron parce que je trouvais que ça disait beaucoup. Et peut-être beaucoup plus que toutes les méchancetés qu'il aurait pu me dire sur lui, cette complicité extraordinaire à la fois sur le fond et évidemment en termes de relations interpersonnelles. Donc Emmanuel Macron, dès qu'il arrive à l'Élysée, va concevoir quelque chose qui s'appelle le CICE, qui va littéralement trouer les ressources de l'État et qui va opérer un transfert de ressources auprès des plus favorisés de la société, les actionnaires des grands groupes, pour moitié du CICE, et notamment quel est le premier groupe le plus favorisé par cette mesure, c'est Carrefour, qui est l'un des principaux actionnaires de Carrefour, c'est Bernard Arnault. Il va amener en fait à prendre toute une série de mesures que Christian Eckert, qui devient secrétaire d'État au budget de François Hollande, dans un ouvrage qu'il a publié depuis et qu'il m'a raconté ensuite plus en détail, il va pousser à des privatisations massives. Devinez lesquelles? Aéroport de Paris, Française des Jeux, Engie, etc. Pourquoi est-ce qu'il fait ça à cette époque-là? Pour des arguments de rationalité économique? Évidemment que non. Mais parce que Macron sait bien que pour s'installer, alors qu'il n'est personne et qu'il n'a rien, au sein de cette petite élite parisienne, ce qui va lui permettre ensuite d'être propulsé, il faut qu'il rende service. Et comment est-ce qu'il peut rendre service, lui qui n'est pas quelqu'un d'extrêmement important? C'est en utilisant ce à quoi il a accès, le capital d'État, et en le brûlant, et en l'offrant au service de ces personnes-là qui, en retour, vont pouvoir lui rendre service. Donc, je vous ai parlé du deal avec Lagardère sur ADS. Je ne vous parle pas d'ADP et compagnie. Pourquoi? Parce que Christian Eckert a dû mettre sa démission sur la table pour empêcher qu'à l'époque, Aéroport de Paris ne soit privatisé. Aujourd'hui, Aéroport de Paris va être privatisé et qui a récupéré le mandat de négociation pour sa privatisation? Bank of America, qui est dirigé par qui? Bernard Mourad. Qui est Bernard Mourad?
l'un des meilleurs amis de Macron depuis 10 ans, qui était la main droite de Patrick Drahi, qui avait organisé un rendez-vous entre Patrick Drahi et Emmanuel Macron, quand était Élysée, François Hollande, pour obtenir l'autorisation de rachat de SFR. Hollande avait dit à Patrick Drahi, peut-être, pourquoi pas, mais il y a Libération qui a des problèmes, il faudrait peut-être s'en occuper. Patrick Drahi rachète Libération, Patrick Drahi rachète l'Express, Patrick Drahi ensuite rachète BFM, RMC, etc. Qu'est-ce qu'il nomme à la tête de Libération? Laurent Geoffrin, camarade de promotion de François Hollande et plume de François Hollande à l'époque. Et qui est-ce qu'il nomme à la tête administrative de ces médias? Bernard Mourad, qui raconte dans Vanity Fair de décembre 2018 comment est-ce qu'il a recommandé de faire des unes sur un certain Emmanuel Macron, qui était quelqu'un de très brillant qu'il fallait absolument soutenir. Bernard Mourad, qui, toute honte bue, une fois que François Hollande s'effondre, vous avez créé l'appareil oligarchique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le mettre au service de quelqu'un. Donc si ce n'est pas François Hollande, ça deviendra qui? Emmanuel Macron. Que fait Bernard Mourad? Il devient conseiller de Macron pendant la campagne présidentielle. Et ensuite, il est nommé à Bank of America, où il récupère la privatisation d'ADP. Patrick Drahi, entre-temps, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réussi à récupérer avec de la dette. Et une certaine banque, Goldman Sachs, qui était la même qui avait aidé Xavier Niel à rentrer dans les marchés des opérateurs, des fournisseurs d'accès Internet. Patrick Drahi récupère SFR avec de la dette. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rembourser la dette. Comment est-ce que vous remboursez la dette alors que vous n'avez pas d'argent vous-même? Vous êtes obligé d'augmenter les marges des entreprises que vous avez rachetées. Comment est-ce que vous augmentez les marges des entreprises que vous avez rachetées? Vous licenciez. Et il va supprimer plus de 3 000 emplois, entre 3 000 et 5 000 emplois chez SFR, pour récupérer les marges, pour rembourser les banques qui l'ont aidé, avec évidemment une plus-value entre-temps. Et entre-temps, dépenser un petit pécule dans les médias différents pour remercier les hommes politiques qui lui ont permis de mener cette opération. J'ai parlé à Bernard Mourad au téléphone parce qu'après avoir mis en ligne le PDF, il m'a écrit sur Twitter pour me dire « Mais non, mais vous n'avez rien compris, il faut que je vous explique, appelons-nous ». Je dis « Ravi, très heureux que le patron de Bank of America daigne m'appeler ». Et il m'appelle et il me dit « Écoutez, mais non, mais vous n'avez rien compris, c'est juste qu'au moment où on négociait le rachat de SFR, il y a une journaliste de Libération qui est venue voir Patrick Drahi qui lui a dit « Écoutez, vous allez dépenser 14 milliards pour SFR, vous pouvez bien mettre 14 millions pour sauver Libération. » Et Patrick, il a été ému par la journaliste de Libération et il m'a demandé de voir ce qu'on pouvait faire. Et il me dit « Vous savez, Patrick, il n'en a rien à faire de la presse. » Et là, je dis « Ah oui, ça, je vous crois. » Ça, je veux bien vous croire que ce n'est pas par passion pour les médias que Patrick Drahi est devenu tout d'un coup propriétaire des médias. Et en fait, il me raconte derrière que celui qu'il fallait accuser, ce n'était pas Patrick Drahi, mais Martin Bouygues, dont il a été décrit, y compris par Xavier Niel, qui déteste Martin Bouygues et vice-versa. Martin Bouygues a traité Xavier Niel de Romanichel, qui avait planté sa caravane dans son jardin. Xavier Niel a décrit comment Martin Bouygues utilisait le 20h de TF1 pour gagner les faveurs d'hommes politiques, pour obtenir des marchés, notamment dans le BTP. Si vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on avait pensé quelques milliards d'euros dans l'atroce nouveau palais de justice à Paris construit par Enzo Piano, regardez quel a été le groupe qui a été chargé de le construire et sous quelle période c'était. C'était Sarkozy et Bouygues, et vous comprenez un peu mieux. Et donc, Martin Bouygues utilise les 20h de TF1 pour inviter ou faire des invités un certain nombre de personnes selon les intérêts qu'ils pourraient servir. Et maintenant, vous pouvez vous demander avec peur pourquoi est-ce qu'on a invité Marine Le Pen au lendemain de l'acte 3 aux 20h de TF1 et on lui a offert un 3 minutes regard caméra pour s'adresser à Emmanuel Macron et vous dire que peut-être au lendemain qu'elle ait annoncé dans le Figaro qu'il fallait respecter les institutions de la Ve République. Et là, on commence à se dire qu'en fait, le parti de l'ordre commence à devenir le Front National pour ces élites bourgeoises, parce que tout ce qui permet de garantir leurs intérêts sera ce qu'ils soutiendront, quitte à sacrifier complètement les valeurs, entre guillemets, auxquelles ils adhèrent. Et que le pari qu'Emmanuel Macron avait fait, qui était de mettre en place une dialectique, moi ou le chaos, avec le Front National, est en train de se retourner contre lui. Parce que peu à peu, Marine Le Pen est en train d'essayer d'incarner l'ordre et de dire c'est Macron le chaos, et donc d'inciter l'ensemble de ces élites bourgeoises à se rallier à elle pour qu'elle assure la protection de leurs intérêts. Et donc ce Martin Bouygues, donc ce Bernard Moirand me dit mais non, mais c'est du côté de Martin Bouygues, vous vous rendez pas compte la pression qu'il mettait sur l'Élysée, sur Bercy, etc. pour obtenir lui le rachat d'SFR. Et Patrick, en gros, il s'est retrouvé dans une situation où il a compris qu'il était vulnérable par rapport à ça. Et donc, en fait, sans le vouloir, Mourad me donne la clé
pour comprendre pourquoi, à ce moment-là, Patrick Drahi investit dans ces médias-là de la même façon que quelques années plus tôt, pour les mêmes raisons, Xavier Niel avait investi dans Le Monde pour obtenir sa licence téléphonique. Qu'est-ce qu'on fait dans une situation comme celle-ci, dans laquelle, en fait, vous voyez bien que tout ça nous passe au-dessus de façon assez violente, quand même, parce que le rapport au peuple est quand même relativement secondaire et instrumental dans ces jeux de pouvoir. Eh ben, on fait la révolution. Et ça va sembler bizarre à dire comme ça, mais je pense qu'il n'y a aucune façon, en fait, de réformer ce système qui est prêt à tirer à balles réelles sur ses citoyens, parce que c'est ceux dont nous menacent nos responsables politiques, nos propres responsables politiques à demi-mot depuis hier. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu de façon explicite des avertissements selon lesquels, s'il fallait qu'il y en ait des manifestants qui finissent tétraplégiques, eh bien, ça arriverait. Quand on est dans un système qui se dit démocratique, à ce que les personnes qui sont censées nous représenter, qu'elles énoncent ceci, eh bien, on comprend qu'en fait, le rapport de force est enclenché, que ce sera que par le rapport de force que l'on réussira à récupérer une forme de souveraineté et à mettre à bas des systèmes dans lesquels on est les derniers dindons de la farce et dans lesquels, en fait, on utilise les ressources que l'on met entre les mains de ces personnes-là, non pas pour servir nos intérêts, nous défendre, mais au contraire pour construire un service de réseau d'allégeance au sein de ce petit Paris qui va permettre à ces personnes-là de s'extraire de la société, de s'extraire de l'ensemble des problématiques de la société. Et c'est pour ça qu'on en revient à la question de l'éducation et l'importance de dispositifs comme le lycée Franklin, dans lequel cette brave femme que l'on avait décrite comme toute vouée au bien commun avait décidé d'aller enseigner plutôt que dans un lycée public. Je ne parle même pas d'un lycée public en difficulté, je parle d'un lycée public tout court. Brigitte Macron, eh bien, ces dispositifs-là servent à quoi? Servent à créer des bulles dans lesquelles on va fabriquer un entre-soi qui fera que même si vous dégradez année après année des services publics, de l'éducation, de la santé, etc., vous en subirez jamais les conséquences. Ni vous, ni ceux qui vous entoureront, ni les laquais secondaires que sont les politiques, les personnes qui travaillent avec les politiques, les journalistes, etc., parce qu'eux-mêmes, en fait, vous les ferez intégrer dans votre bulle en les autorisant à vivre dans des quartiers qui ne souffrent pas de ces situations-là, en leur offrant des salaires qui leur permettront de s'extraire, en fait, des difficultés, des manques des services publics, etc., et qui feront qu'in fine, ils ne sentiront jamais les conséquences de leur propre déprédation. Je vous raconte tout ça de l'intérieur, ce qui peut-être vous rassurera ou vous inquiétera. En ayant été dans une de ces écoles privées du 6e arrondissement, l'école alsacienne, dans laquelle le plus jeune ministre de la Ve République, un certain Gabriel Attal, a fait sa scolarité, et que j'ai eu la chance extraordinaire de fréquenter entre mes 11 et 22 ans, et donc que j'ai vu vraiment en faisant les mêmes classes, que j'ai vu se construire comme un des pions de cette oligarchie. J'ai ensuite fait Sciences Po, Normal et compagnie, et ça m'a permis, j'ai été présenté à tous ces gens-là, on a essayé de m'absorber au sein des dispositifs de la Macronie, comme je vous le disais au début, à travers un certain Richard Descoings. Et j'ai fini par en être complètement dégoûté, finalement, parce que je voyais bien à quel point, en fait, on essayait de nous restreindre et de nous retirer toute possibilité d'effectivement agir non pas pour nos intérêts ou pour des intérêts que l'on aurait servi, parce que beaucoup de ces personnes-là sont quelque part des victimes du système. Il y en a quelques-uns qui en profitent à plein, mais après, il y en a beaucoup qui acceptent de s'y asservir juste pour avoir leur petite rente et pour s'assurer que leur petite position sociale sera préservée. Et donc, ils sont prêts à renoncer à tout idéal pour s'inscrire au sein de ce système de prébende qui s'est mis en place dans le petit Paris. Eh bien, à un moment, il y a eu un besoin de rupture fondamentale qui, à mon avis, a épousé celui des Gilets jaunes qui, quand ils ont compris que la taxe carburant, comme c'était raconté dans Macron Leaks, avait été instituée, non pas pour financer la transition écologique comme les médias asservis à ses pouvoirs nous le racontaient, mais tout simplement, et c'est quand même extraordinaire, comme vraiment, c'est des échanges entre le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Collère, et le conseiller fiscal de Macron, Laurent Martel, pour financer la suppression de l'ISF. Enfin, pardon, pardon, pour financer le trou laissé par le CICE. Donc, en gros, pour financer les cadeaux aux actionnaires qui avaient été faits par Emmanuel Macron. Dans quel but? Dans le but de se faire bien voir par ce petit Paris pour obtenir les relais suffisants qui l'aideraient à monter et à se faire élire président de la République. On était prêt à taxer 60 millions de personnes, parce que tout le monde paye une augmentation de la taxe sur le carburant, y compris ceux qui ne prennent jamais la voiture, parce que quand vous achetez quelque chose en supermarché, il a été transporté d'une façon ou d'une autre. On était prêt à faire perdre les ressources
à l'ensemble de la population pour financer ces quelques personnes qui serviraient de relais. Et donc quand le système fonctionne en vase clos à ce point et que les médias ne font pas leur travail, les Macron Leaks étaient disponibles de façon classée sur Wikileaks depuis juillet 2017, accessible à quiconque, hein. Personne n'avait relevé. Eh bien, à un moment, évidemment, il y a une perte de confiance dans un système représentatif qui ne fonctionne pas. On rajoute à tout cela quelques chiffres très simples, hein. Combien est-ce qu'il y a de fils d'ouvriers et d'employés au sein des grandes écoles de la République et de ce système pseudo-méritocratique auquel on essaie de nous faire croire? Aujourd'hui, 1%. Au sein de l'ENA, entre 0 et 1%. Les ouvriers et les employés, c'est 50% de la population. Combien est-ce qu'il y a de représentants, d'ouvriers au sein de l'Assemblée nationale? 0%. Combien est-ce qu'il y a d'employés? 5%. À nouveau, pour 50% de la population. Combien est-ce qu'il y a, non pas d'anciens ouvriers et d'employés, mais même de fils d'ouvriers ou d'employés au sein des élites journalistiques du pays? On n'a pas de statistiques exactes, mais je vous laisse deviner. Quand vous combinez l'ensemble de ces manques de représentation pour les parties les plus fragiles de la société, évidemment, quelle est la conséquence à terme? Les intérêts de ces personnes-là sont complètement oubliés et écrasés. Et donc, on se retrouve dans une situation où la rupture devient nécessaire. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, à un moment, doivent porter leur parole d'une façon et d'une autre, et non pas par caprice, par vanité ou quoi que ce soit, mais tout simplement parce qu'on se retrouve dans une situation où, dans la 6e puissance mondiale, il y a des personnes qui n'arrivent pas à manger à leur faim tous les jours. À force de mettre en place un système de déprédation de façon si vraiment récurrente et violente, on en arrive à créer de tels écarts au sein du pays que la fortune de Bernard Arnault passe entre 2016 et 2018 de 40 à 80 milliards d'euros, et que de l'autre côté, il y a des personnes qui n'arrivent pas à manger, à se chauffer en hiver, etc. Et donc évidemment, à un moment, cette voix qui doit être portée d'une façon ou d'une autre, elle va dans la rue. Elle va dans la rue parce qu'aucun parti n'est capable de la porter, etc. Et quand elle ne se fait pas entendre dans la rue, semaine après semaine, et que la seule chose qu'elle obtient en retour, à part les 10 milliards de prébendes jetés un peu de façon méprisante, comme si on faisait un cadeau aux gueux et qui se taisent maintenant les manants comme si on leur envoyait de la brioche, qu'est-ce que vous faites derrière? Vous augmentez la pression. Et quand derrière, on vous accuse d'être des antisémites, des personnes qui ne pensent pas, comme l'a encore dit hier Emmanuel Macron, quand même, dans les magnifiques tunnels de propagande de 8 heures que lui a offert France Culture, on se rend compte quand même de ce qui se passe dans ce pays. Quand même. Là, je veux dire, on en rit, mais il ne faut pas en rire. C'est extrêmement inquiétant. Essayons de prendre un peu de distance par rapport à la situation à laquelle on se trouve aujourd'hui, où un mouvement social se retrouve réprimé avec plus de 9000 arrestations, dont à peu près 8500 arbitraires, parce qu'il n'y a eu que 400 condamnations judiciaires. Donc les autres, en fait, sont des arrestations qui n'auraient jamais dû intervenir, dans laquelle il y a 3000 blessés, 200 blessés de guerre, une vingtaine d'éborgnés, et que l'on se retrouve avec des meetings de propagande quotidiens du pouvoir, où les chaînes ou les radios de service public offrent jusqu'à 8 heures d'affilée d'antenne à un président de la République pour qu'il refasse son image, en espérant d'ailleurs que ça suffira à régler le problème. Parce que le problème n'est pas évidemment un problème de fond réel, c'est un problème de séduction et de compréhension, de pédagogie, évidemment. Si les gens n'arrivent pas à finir leur fin de mois et ont du mal à se nourrir, c'est qu'ils n'ont pas compris. On va leur expliquer, et ils vont écouter France Culture, et ils vont finir par comprendre ce qui leur arrive. Et donc, dans cette situation d'une violence extrême, où on fait passer des lois extrêmement violentes pour justement essayer de juguler la tension démocratique dans laquelle ils sont trouvés, pour essayer de s'interdire de répondre à une crise politique, eh bien évidemment, la violence croît. La violence croît, et la violence va continuer de croître tant qu'on tentera d'imposer cet étouffoir. Et cette violence qui fait écho à la violence sociale que l'on nous impose depuis 30 ans avec un chômage de masse, une absence de politique économique qui prenne en considération les intérêts de la population, avec, je répète ce chiffre à chaque conférence, à chaque intervention, mais parce qu'il est essentiel, selon l'INSERM, l'Institut statistique des études médicales français d'État, un institut d'État avec les instituts les plus sérieux qui puissent être sur ces questions, entre 10 et 15 000 personnes qui meurent chaque année des conséquences du chômage, auxquelles il faut rajouter les conséquences de la précarité, de l'intérim, etc. 450 000 personnes mortes en 30 ans, parce qu'aucun homme politique s'est dit, bon, maintenant, on règle ce problème-là et on fait le nécessaire pour régler ce problème-là, quel qu'en soit le coût pour les oligarques, quel qu'en soit le coût pour les pseudo-questions de compétitivité, etc. Plus de 450 000 personnes mortes en 30 ans dans l'indifférence générale. Bien, face à cette indifférence, face aux insultes récurrentes, face à l'incapacité à prendre en considération l'intérêt de ces populations, face à l'absence de représentativité complète de ces populations au sein de l'establishment, de ce petit Paris que je viens de vous décrire, eh bien évidemment, la rue,
la violence et la volonté de renversement. Eh bien moi je crois que cette volonté de renversement est aujourd'hui parfaitement légitime et qu'il n'y a pas d'autre façon aujourd'hui de faire entendre sa voix et de faire valoir ses droits. Et évidemment, tout le monde n'est pas dans l'urgence en France, mais il y a des millions de personnes qui le sont. Et il y a des millions de personnes pour qui chaque semaine qui passe est une semaine qui les rapproche de l'abîme, qui les met dans une position où leur famille va se dissoudre, où leur psyché va se rompre et où les dégâts en fait, que l'on va causer pour ces personnes-là seront irréversibles. Parce qu'encore une fois, ces personnes-là, les personnes du Petit Paris pensent en termes de chiffres. Ces personnes-là sont protégées de la précarité. Ces personnes-là sont protégées de l'insécurité. Ces personnes-là sont protégées des problèmes éducatifs, de santé, etc. Parce qu'ils ont des mutuelles, ils ont accès à des écoles privées, ils vivent dans des quartiers qui sont extrêmement protégés. Et eux le sont, mais leurs enfants aussi, leurs amants aussi, leurs amis aussi, leur famille en général. Aucun d'entre eux n'a le risque du déclassement. Aucun d'entre eux ne sait ce que provoquer un licenciement du fait d'une décision économique erronée, et je ne parle pas de 3 000 à 5 000 licenciements, peut provoquer comme dévastation de façon générale et systémique dans un territoire. Et à quel point ces questions-là ne sont pas des questions de chiffres, mais de vies brisées qui ne se rattrapent pas. Parce que quand vous tombez dans un trou, pour vous reconstruirez toujours, peut-être, si vous avez la chance de vous reconstruire, mais vous reconstruirez différemment avec une brisure qui restera en vous. Et cette donnée ne sera peut-être pas quantifiable, mais elle existera. Et bien ces personnes-là qui ne sont pas confrontées à ce risque, évidemment, vont montrer une indifférence très grande et vont se dire on rattrapera ça d'une façon ou d'une autre. Et s'il faut faire supprimer 3000 emplois chez SFR pour permettre ma réélection, eh bien on verra. S'il faut couler une boîte comme Areva via Anne Lauvergeon, parce qu'elle appartenait à ce petit Gotha, parce qu'elle avait réussi un concours quand elle avait 20 ans et qu'elle pensait qu'à partir de là, tout lui était dû et lui serait dû à jamais, et faire disparaître 4 milliards d'euros d'argent public sans que personne, 10 ans après, n'ait toujours été mis en prison, sans que personne, aucune enquête n'ait abouti, malgré les juges d'instruction qui ont été nommés, etc., et sans que cette personne, à un moment, ait été écartée à jamais des responsabilités. Pourquoi est-ce que c'est le cas? Parce que ces gens ne seront... Et que, du coup, avec quoi? Avec à nouveau 3 000, 4 000 suppressions d'emplois chez Areva, tout autant derrière, à terme, chez EDF. Pourquoi? Parce qu'il a fallu recapitaliser EDF pour racheter Areva, enfin pour redonner des fonds à Areva pour diviser Areva en deux, etc., etc. Ces 4 milliards d'euros, personne ne sait où ils sont partis et tout le monde s'en fiche. Évidemment, ce n'est pas sexy. Hein. Dans un sujet télévisé aux 20h de TF1, on va préférer vous montrer la violence urbaine et le Fouquet's qui brûle. 4 milliards d'euros, moi je vous en construis 400 000 des Fouquet's avec cet argent. Mais littéralement 400 000. Ça, c'est un vivier d'emploi. Bah non, on préfère complètement passer outre. Pourquoi? Parce qu'on ne se sent pas concerné. Eh bien, faire trembler ces personnes-là, leur montrer qu'il y a un peuple qui existe, que ce peuple doit être pris en considération, peut reprendre une possibilité d'expression, mais tout simplement de contrôle sur les décisions qui sont prises en son nom, et que si ces personnes sont là, à ces positions de pouvoir, c'est parce qu'on leur a permis d'être là, et pas parce qu'ils mériteraient quoi que ce soit, et pas parce qu'ils ont une donnée supérieure à nous de quelque ordre que ce soit. Je pense que c'est une priorité radicale et essentielle et de très court terme, parce qu'encore une fois, sinon, il y a des personnes qui vont continuer à mourir tous les jours dans l'indifférence généralisée. Voilà, merci. Puisqu'on en avait parlé avant de commencer, Juan, on avait dit qu'on réservait 5 minutes pour parler de Julian Assange et de ce qui peut lui arriver à l'avenir. Donc j'ai promis à Julian, à chaque fois que je faisais une conférence, de parler de lui en plus, donc c'est parfait. Julian Assange, qui est en détention depuis 6 ans dans 20 mètres carrés au sein d'un rez-de-chaussée d'une ambassade à Londres, en Équateur, dans des conditions en fait, qui sont pires que celles d'une prison, parce qu'il n'a pas accès à l'air libre, à part 4 fois que vous avez peut-être vu dans des photos sur des balcons quand il ressort, mais bon, c'est une des rues les plus peuplées de Londres, enfin les plus circulantes de Londres, donc il ne peut pas le faire souvent. Il a été mis à l'isolement complet pendant 7 mois l'année dernière, donc il ne pouvait rencontrer personne, pas de connexion Internet ni rien. Cette personne-là, dans l'indifférence générale, et notamment des médias qui se sont donnés à cœur joie pour le traiter de violeur, d'agent du FSB, d'antisémite, etc. Et là, vous comprenez pourquoi en fait, toutes ces accusations me passent un peu au-dessus quand on parle des Gilets jaunes, parce qu'en fait, j'ai vu exactement le même dispositif se mettre en place contre un autre mouvement politique qui cherchait à déranger des intérêts des classes installées, des classes dominantes, qui étaient donc Wikileaks et Julian. J'ai vécu à travers lui à quel point les médias pouvaient se faire les relais serviles des appareils de pouvoir sans à aucun moment interroger leur rôle et surtout à aucun moment revenir dessus, parce que quand on a fini par démontrer qu'ils n'avaient violé personne, que tout ça était une opération de propagande avec le classement sans suite des poursuites qui a été menée en Suède, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai entendu un journaliste s'excuser d'avoir associé son nom à celui de viol pendant les années, d'avoir failli détruire Wikileaks et sa réputation, d'avoir failli détruire la personne sur des milliers et des milliers d'articles sur 6 ans dans le monde entier? Pas un.
Parrain fait son autocritique, il dit mais en fait on s'est fait instrumentaliser, exactement de la même façon qu'on l'accusait ensuite d'être un agent des Russes, etc. Donc la grossièreté de ces qualifications et ces disqualifications en fait est assez signifiante, et la répétition de ce système dès qu'il y a un acteur non institutionnel qui apparaît pour déranger le système existant fait que d'expérience je peux vous dire que ce qui est en train de nous arriver est normal et qu'il faut tout simplement le regarder avec un grand mépris et leur sourire très fortement, parce que ces personnes-là ne sont que les agents indirects, inconscients, involontaires, d'intérêts plus puissants qui, parce qu'ils sont probablement plus intelligents qu'eux, s'en servent et s'en jouent sans aucune difficulté. Je pourrais revenir sur tous les habitus qu'il explique et comment est-ce qu'en fait s'installe une fabrique du consentement que Chomsky a par ailleurs largement décrite. Donc Julian est enfermé depuis ces 6 dernières années pour avoir dit la vérité, pour avoir révélé des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre. C'est le seul prisonnier politique d'Europe occidentale reconnu comme tel par l'ONU, qui a quand même condamné le Royaume-Uni pour cette situation-là. Le Royaume-Uni a fait appel du groupe de travail sur la détention arbitraire de cette décision. La décision a été confirmée. Le Royaume-Uni a énoncé que ça l'indifférait. On a été entre-temps qualifié par la CIA de principale priorité de l'agence. Sympa. Pas Daesh, pas Al-Qaïda, non, Wikileaks. C'est vrai que c'est vraiment un danger pour la démocratie. Et on voit quand même à quel point ce système est dysfonctionnel. Et je pense que vous comprendrez en fait à travers ces mots pourquoi est-ce que certaines personnes rentrent dans une forme de radicalisation par rapport à l'existant assez importante. Et Julian a besoin de nous. Et je vous recommande fortement de faire votre possible dans votre mesure pour soit organiser des événements, soit témoigner de votre sympathie à son égard. L'adresse de l'ambassade d'Équateur et sur Internet, soit aller taguer la préfecture avec son portrait tous les jours jusqu'à ce que ça rende fou le préfet et qu'il finisse par faire une note à Paris en disant bon, on a un petit problème, visiblement les Grenoblois sont assez énervés sur ce sujet, et ainsi de suite, soit tout simplement, encore une fois, faire la révolution de façon à ce que la France soit digne de son histoire et accueille ce défenseur des libertés et de nos droits en son territoire où réside quand même un enfant qu'il n'a pas vu depuis qu'il est né. Pour la simple et bonne raison que si cet enfant allait le visiter dans l'ambassade, il deviendrait immédiatement un point faible de Julian, quelqu'un sur lequel on pourrait faire pression. Il serait identifié et donc pour cette raison, il n'est pas en mesure de le voir. Donc si l'Équateur, qui n'est pas quand même une grande puissance, a été capable d'accueillir cet individu pendant 6 ans et de résister aux pressions des plus grandes puissances mondiales, peut-être que la France pourrait retrouver un peu de dignité. Après que Wikileaks ait justement révélé comment ces présidents de la République étaient espionnés par la NSA, les communications personnelles des présidents de la République étaient espionnées par les services de la NSA, comment ces grandes entreprises l'étaient tout autant, eh bien, rendre un peu de ce que cette personne a sacrifié pour notre souveraineté, pour notre bien commun, et faire ce geste, somme toute minimal, qui est de lui permettre d'avoir une vie normale, si ce n'est en toute liberté, du moins avec une certaine protection. Pourquoi est-ce que j'en doute ? Parce que la CIA a 150 agents en France, à Paris, pardon, que la DGSI n'en a que 4 pour les contrôler, qui n'arrive pas même à mettre le chef de station de la CIA sur écoute, apparemment. C'est un article du Monde qui a raconté ça l'été dernier. Et pour l'anecdote, où est-ce que se trouvent les bureaux de la CIA à Paris ? Dans un bâtiment du 14 boulevard Haussmann. Il y a un article des Échos de 2006 qui le raconte si vous tapez l'adresse. Mais à l'époque, le plus drôle de cette affaire n'était pas raconté parce que n'était pas encore intervenu, parce que qui est-ce qui a déménagé entre les -1 et 3 et en 3e étage, entre 5e et 9e étage de ce bâtiment, donc 4e et le siège de la CIA, Le Figaro. Donc oui, je ne pense pas que la France soit aujourd'hui en mesure ou en volonté de faire face à des appareils de pouvoir qui se foutent à ce point de sa gueule au point d'installer leur bureau au milieu de son principal organe de presse, avec toutes les conséquences que vous imaginez ça peut induire. On vous laisse lever la main pour les questions. Bonjour. Alors moi j'ai une remarque en fait et une question. Et ma remarque c'est quasiment un reproche parce que, donc tu parles de révolution, il faut débrancher tout ça, il faut déconnecter ces élites là de tous nos médias, etc. Tu dis souvent que bon, les Gilets jaunes c'est important qu'ils retrouvent une parole dans l'espace public, et la conclusion que tu en tires, et là tu l'as refait d'ailleurs,
tu parles des pourcentages de fils d'ouvriers et d'ouvriers dans typiquement l'Assemblée nationale, et ça me semble une conclusion limitée, assez faible en fait. Tu dis que l'Assemblée devrait être plus représentative en fait. C'est un peu étrange quand on parle de révolution. Et du coup, moi je me demande pourquoi. Donc ça c'est la critique en fait. Je pense que tu devrais parler plus du RIC et donc des processus de référendum d'initiative citoyenne, etc., qui eux redonnent concrètement plus de droits politiques aux gens, c'est-à-dire le droit de proposer des lois par pétition ou valider des lois. Donc c'est des droits politiques au même titre que le vote en fait. Donc ça me semble plus pertinent que l'Assemblée, parce que l'Assemblée donne des droits aux gens qui sont dans l'Assemblée. J'ai aussi une question qui est un peu une blague aussi, et c'est pour te remettre dans le sujet qui était annoncé par la conférence, c'est-à-dire la violence du pouvoir. Là, on a de la propagande de la part du pouvoir, de la répression un peu violente, très violente, des condamnations verbales hyper violentes aussi de la part des représentations politiques, des arrestations arbitraires, tu en as reparlé aussi, et du coup, c'est quoi la suite quoi, c'est quand les assassinats d'opposants? Évidemment, je ne vous ai pas fait un programme politique sur ce qu'il faudrait changer, donc j'ai pointé les sources du problème d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'absence de représentativité au sein des élites technocratiques, au sein des élites politiques, au sein des élites médiatiques, qui évidemment ont créé un effet de saturation et une perversion du système qui, in fine, a amené à la révolte des Gilets jaunes, parce que, faute de pouvoir s'exprimer par d'autres moyens, ils ont été obligés de reprendre la parole, eux qui étaient probablement les premiers soutiens d'une démocratie représentative et qui avaient institué ces fonctionnements représentatifs dans le but de donner les moyens à un certain nombre de personnes de s'informer, de se former, etc., de façon à qu'ils portent leur parole et défendent leurs intérêts. Donc ces personnes qui avaient cru dans ce système, tout d'un coup se rendent compte qu'ils ont été trompés par ces personnes qu'ils avaient créées, quelque part, en tant que fonction sociale, et décident de se réapproprier la parole, ce qui a provoqué d'ailleurs au début une joyeuse anarchie, et progressivement en train de se structurer idéologiquement et avec des propositions procédurales, institutionnelles comme le RIC et autres, pour se ressaisir de leur destin. Donc moi j'étais plus dans une explication du processus plutôt que dans la description de ce qu'il faudrait faire. Et évidemment, il ne s'agit pas juste de mettre des quotas d'ouvriers et d'employés à l'Assemblée telle qu'elle existe et de garder la Ve République. Et évidemment, quand je parle d'un fonctionnement révolutionnaire, c'est pour renverser la table du système éducatif jusqu'à le système décisionnaire en passant par le système médiatique, de façon à ce que l'ensemble soit régénéré et qu'on ait un approfondissement démocratique beaucoup plus important, qui passe par une constituante, par des lois sur le contrôle de la presse, par une redistribution du capital et des politiques économiques différentes qui permettent de réduire les inégalités, de mettre fin à ces concentrations de richesses absurdes, etc. Mais on pourrait passer des heures sur la question autoritaire. Donc je suis devenu l'avocat de Maxime Nicole, qui, comme vous le savez, a été ciblé hier par Castaner et par Philippe, qui veulent quelque part le mettre aux arrêts et le rendre responsable des violences qui ont été commises, avec cette chose extraordinaire, c'est-à-dire qu'ils veulent qu'il paye de sa poche, et comme il a répondu lui-même, on va aller très loin avec mes 500 € d'ASS pour reconstruire le Fouquet's. C'est évidemment la deuxième phase de la répression, c'est une fois que la répression policière ne fonctionne plus, que vous retrouvez sur les champs face à des gens il y avait des Black Blocs, il y avait des Antifa, il y avait toute une série de personnes, mais il y avait aussi des Gilets jaunes qui n'avaient jamais manifesté avant le mouvement des Gilets jaunes, qui au début ont été intimidés ou sentis sous pression du fait des gaz lacrymogènes, du fait des LBD, etc., mais dont on découvre samedi dernier que ça ne fonctionne plus. Que vous avez beau envoyer des milliers de grenades lacrymogènes, tirer des LBD, envoyer même des grenades d'essence encerclantes, ils restent là. Ils restent là et au contraire, ils vont surenchérir, ils vont au contraire pousser les forces de police dans leur retranchement. Donc cette phase ne fonctionnant plus, ces personnes étant déterminées au point de risquer leur vie pour défendre leurs droits et leur capacité d'expression, vous passez à la seconde phase, c'est-à-dire cibler par une répression judiciaire un certain nombre de ce que vous considérez être des têtes de mouvement, de façon à intimider les autres personnes, non plus sur le fait qu'ils risqueraient leur vie dans les manifestations à un moment T, mais aussi de façon plus générale, risqueraient d'être mis en prison de façon à les empêcher, à les désactiver politiquement. Vous essayez de les sortir de l'espace politique démocratique en prétendant par ailleurs qu'ils ne portent pas de parole, parce qu'évidemment, il est su que quelqu'un qui n'a pas fait des grandes études ou qui ne fait pas partie des classes dominantes ne sait pas parler ni penser. Et donc cette phase-là qui commence maintenant, qui fait que Maxime et Éric Drouet sont pris pour cible, n'est à mon avis que le début de cette seconde phase qui va amener en fait à une répression judiciaire beaucoup plus importante que celle à laquelle on était confronté.
Impossible de prédire ce que ça va donner parce que ça dépend de la dynamique que l'on va mettre en place et de la réaction que nous-mêmes nous opposerons au gouvernement. Est-ce que ce sera de la surenchère? Est-ce que ce sera un contournement? Et ça, c'est à nous de le décider. Mais à partir de là, on sera plus ou moins en capacité de désactiver le système en place et on sera plus ou moins capable d'éviter que la France devienne une sorte de dictature salazarienne soft pour les 40 ans qui viennent, avec un système en fait, d'emprise généralisée sur les pouvoirs qu'essaie de mettre en place la Macronie, parce que c'est ce qui est en train de se mettre en place. Et évidemment, on dit ça, et c'est très difficile d'y croire. En même temps, moi, ça va, parce que je l'avais annoncé, enfin, je ne l'avais pas annoncé, mais en juillet 2017, je prévenais des risques de dérive fascisante. Vous imaginez la gueule que faisaient les macroniens à l'époque en lisant mon texte, et ils disaient, mais quel Hubert-Lulu complètement délirant. Et ce qui est très inquiétant, c'est qu'un an et demi plus tard, vous vous rendez compte que c'est de plus en plus difficile de considérer cette parole, si ce n'est comme vraie, du moins comme irrationnelle, comme fausse, du moins comme irrationnelle. C'est-à-dire que c'est de plus en plus difficile de nous catégoriser, nous qui prévenons de ces dérives de façon massive, ça devient en fait quelque chose qui est évident. La question, c'est pas être en retard à chaque fois d'un train sur ce qui arrive et de se retrouver, in fine, à avoir dit ce qui allait se passer, mais enfin, en ayant laissé se passer. Et c'est pour ça que j'appelle vraiment à une prise en main rapide et quelque part dangereuse pour nous tous, c'est-à-dire une prise de risque et d'aller au plus vite faire opposition par nos corps, qui sont des corps vulnérables, hein, qui sont de la chair sans aucun instrument de répression, contrairement à ce qu'ils ont, sans aucun instrument de coercition, pour empêcher que l'on bascule là-dedans. Et cela, on peut le faire qu'à travers la masse ou à travers le courage. C'est les seules choses que l'on a opposées à une petite élite qui est non seulement minoritaire, mais en plus très couarde et très lâche, parce qu'elle n'a jamais dû risquer quoi que ce soit pour arriver aux positions dans lesquelles elle est. Ce n'est pas des personnes qui, au cours de leur vie, ont démontré quoi que ce soit. Donc dès le moment qu'elles verront que leur intérêt est mis en danger, elles partiront. De la même façon qu'il a été dit qu'un hélicoptère était prépositionné pour évacuer Macron début décembre, ça nous dit quelque chose. Il y avait des personnes qui, dans la rue, étaient prêtes à risquer leur vie pour le sortir de là, parce qu'ils considéraient que cela en allait de l'avenir du pays. Ce n'étaient pas des personnes qui voulaient prendre la place de Macron, hein. De la même façon que ceux qui ont défoncé la porte de Benjamin Griveaux ne voulaient pas devenir porte-parole du gouvernement, je vous rassure. Donc, alors qu'il y avait des personnes qui étaient prêtes à mettre en danger leur vie pour une idée du collectif et du bien commun, il y en avait un autre qui était prêt à se barrer avec un hélico s'il sentait que ça chauffait trop. Vous voyez, là-dessus, on a un énorme avantage. Mais cet avantage, il ne faut pas seulement qu'il soit en puissance, il faut qu'il soit en acte. Il faut qu'à un moment, on se dise, est-ce que vraiment la situation est aussi dangereuse et critique que l'on le pense? J'en suis convaincu. Et est-ce qu'il faut qu'on acte en conséquence, qu'on agisse en conséquence? Dans ce texte, moi, j'ai vraiment appelé au départ de Macron, mais sous la forme d'une destitution et d'un soulèvement. Et encore une fois, ça me fait bizarre de vous dire ça dans un amphi de 800 places. Enfin, ça peut sembler délirant en France en 2019. Enfin, en tout cas, si on regarde ça en se disant en 2017, en 2016, qu'un jour ça aurait pu arriver. Mais je le dis très sérieusement et pas comme un petit bourgeois qui cherche à vivre l'excitation révolutionnaire. Je pense vraiment qu'aujourd'hui, il faut se mettre en danger et aller chercher cette personne comme elle nous l'a demandé et lui demander de partir. Et lui demander de partir non pas parce qu'on pense que nous, en tant que gilets jaunes, ou nous, en tant que X ou Y individus, sommes meilleurs que lui ou avons la vérité, mais parce qu'il nous faut une reconfiguration du système d'ensemble pour reconstruire une démocratie qui soit sortie des intérêts qui aujourd'hui l'ont capté et qui amène, parce que c'est ces intérêts qui amènent à la dérive autoritaire. Cette dérive autoritaire n'est là que parce qu'elle cherche à protéger une politique publique qui va à l'encontre des intérêts de la majorité. C'est aussi simple que ça, ce qui est en train de se passer. Et donc, à un moment, soit on recompose un fait majoritaire et on se ressouverainise, soit on risque un effondrement à la fois moral et politique que l'on payera très cher et très longtemps. Oui, bonsoir. Par ici. Merci pour votre intervention. Moi, j'avais juste une question précise sur la presse. C'est comment vous analysez le fait que Pigalle s'est revendu ses parts à un oligarque tchèque, qui pour le coup est assez étonnant comme... Je suis désolé, en fait, quand j'ai commencé à parler de ça, c'est de ça dont je voulais parler, et je me suis perdu en chemin. Xavier Niel donne l'impression qu'il est l'opposant numéro 1 à Sarkozy, alors que Xavier Niel, par ailleurs, fait régulièrement des voyages officiels pendant cette période avec Sarkozy. Donc vous voyez, en fait, il récupère le monde en se construisant une image d'opposant, alors qu'il n'est pas du tout, par pur intérêt financier. Comment est-ce qu'il construit cette image? En s'appuyant sur deux hommes qui ont une réputation d'hommes de gauche, parce qu'on est arrivé à un tel degré de corruption et surtout d'indifférence à la corruption au sein de ces petites élites qu'on peut penser qu'un homme qui dirige la plus grande banque d'affaires française, Lazare, peut être de gauche, sans voir la contradiction inhérente en fait, à cette position et à cette action, et que Pierre Berger, par ailleurs
l'une des personnes les plus riches de France qui s'amusait à corrompre à gogo. Moi, j'ai des histoires hallucinantes sur Pierre Berger. Pierre Berger, vous pouviez aller le voir quand il était vivant, feu Pierre Berger, et lui demander 25 000 € pour un projet, et il vous les donnait en liquide contre tel ou tel service qui pouvait avoir différentes formes d'action. Si vous connaissez le personnage, vous savez de quoi je parle. Donc, en fait, il va capter la réputation de ces individus, Berger et Pigasse, qui apparaissent de gauche, pour se construire une image d'homme progressiste. Magnifique. Xavier Niel, un homme progressiste. L'homme qui maltraite ses employés comme personne, qui a délocalisé l'ensemble de ses centres d'appel, le premier à l'étranger, dont on m'a raconté, ses employés m'ont raconté à quel point il est pressurisé sur les salaires. C'est-à-dire c'est quand même quelqu'un qui engueulait sa secrétaire il y a encore 2 ans sur les fournitures du bureau. Vous avez 8 milliards d'euros en banque et vous êtes encore en train de vous obséder sur l'idée sur les dépenses de frais de bureau de votre secrétaire, qui est payé par ailleurs 2 000 € par mois parce que vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est stupide en fait, et à quel point en faisant ça vous créez de l'aigreur et vous amenez ces personnes-là qui ont accès à l'ensemble de votre intimité et de vos corruptions à parler derrière à des jeunes garnements qui écrivent des livres en jaune et en noir. Donc il fait ça, et du coup qu'est-ce qu'il va faire? Et ça a été su que beaucoup plus tard, il va prêter de l'argent à Pigasse. Donc en fait, c'était une opération de communication. Pigasse n'a pas investi dans le monde, n'avait pas l'argent. Pigasse a vu cautionner le prêt qu'il a obtenu d'une banque par Xavier Niel pour construire cette opération qui donnait l'impression que Xavier Niel s'associait à des hommes de gauche pour protéger l'indépendance du monde, etc. Vous vous rendez compte quand même de l'énormité du truc, et tout le monde a acheté ça dans les médias. Il n'y a pas un journaliste qui a dit mais c'est extraordinaire, sauf que Pigasse, à un moment, il ne pouvait pas payer. Mais donc la banque ne lui demandait rien tant que Xavier Niel ne demandait rien à la banque. Et à un moment, Xavier Niel en a eu marre de Mathieu Pigasse. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à la banque de récupérer l'argent, et Mathieu Pigasse n'avait pas l'argent, et donc Mathieu Pigasse a vendu ses parts. Et pourquoi quoi, pardon? Et pourquoi Kretinsky? Kretinsky, c'est quelqu'un qui est dans le marché de l'énergie. Alors évidemment, vous avez tous vu les entretiens, sinon je vous recommande de les voir, comme quoi Kretinsky, qui est un milliardaire, un oligarque qui s'est construit dans les années 90, post-chute du mur dans le marché de l'énergie, est un homme, un Tchèque, passionné par la liberté de la presse en France et qui investit dans la liberté de la France à la veille de la privatisation d'Engie, que pour protéger l'indépendance de la presse d'un pays dont il n'en a strictement rien à carrer, si ce n'est du fait de ses intérêts d'affaires. Donc Kretinsky, en fait, évidemment, s'achète un relais d'influence pour pouvoir investir dans le secteur de l'énergie en France et pouvoir faire des culbutes, si ce n'est avec l'autorisation, du moins avec la bienveillance du pouvoir en cours. Donc on a Kretinsky qui apparaît, un autre milliardaire, du jour au lendemain dans cet espace-là, et vous avez des entretiens magnifiques dans Le Monde, où Le Monde lui demande « Mais pourquoi est-ce que vous faites ça ?» Il dit « Pour la liberté de la presse ». Et Le Monde dit « Waouh, très bien ». Alors moi je reçois pas mal de questions sur la Révolution du coup. Pas mal de personnes s'interrogent sur la stratégie de descendre dans la rue qu'on peut observer depuis plusieurs mois. Cette stratégie de la tension, pas mal estiment qu'elle joue plutôt en faveur du gouvernement en place, qui lui a du temps comparé aux personnes qui sont en train de crever de faim. Et il y en a aussi qui se demandent si c'est possible avec la symétrie de moyens d'un côté de la répression d'État, et entre d'un côté la répression de l'État et celle des citoyens. Est-ce que c'est possible sans une aide étrangère ou une aide technique quelconque? Il y a intérêt parce que, je ne sais pas, à moins que vous ayez des contacts dans l'ambassade russe ou je ne sais pas comment on va faire, quoi. Mais donc oui, il y a vraiment intérêt à ce qu'on puisse se débrouiller tout seul. Et est-ce qu'on peut le faire? Moi, en fait, je vous parle en tant qu'acteur du mouvement, vraiment, donc pas en tant qu'intellectuel. Là, quand je vous parle de ce dispositif, c'est vraiment en me disant que ce que je vais vous dire va vous provoquer un effet. Et que si vous-même, à votre tour, vous portez une parole similaire, et si j'arrive à vous convaincre, en fait, par effet successif, on va réussir à produire quelque chose. Si je prenais de la distance, peut-être que je dirais « Ah oui, c'est compliqué ». Mais comme on est dans une matière mouvante, et que j'ai cette chance de vous parler alors que vous êtes si nombreux, et qu'on a la chance d'avoir des espaces où on peut se rencontrer, et qu'on voit bien en fait qu'il y a quand même une masse de personnes, on a la chance d'avoir cette masse de personnes qui est prête à aller très loin pour se battre, pour récupérer sa dignité et sa souveraineté. Et je dis banco, parce que quelle est l'alternative? Attendre 2022 et se mettre au service de François Ruffin, qui va devoir passer par le même circuit qui a été celui de Macron,
pour finir par se retrouver tout seul à la tête de l'État, sans aucun relais au sein de l'administration, avec ses énormes pouvoirs en face de lui, qui vont immédiatement lui mener une guerre économique atroce, et se dire, bon, il est quand même très sympa, donc on va y arriver, quoi. Enfin, non. Enfin, vous voyez bien, en fait, ce qui est en train de se mettre en place, ce n'est pas un système dans lequel vous pouvez renverser à travers, en faisant porter... Il faut qu'on sorte de cette névrose présidentielle collectivement. Il faut qu'on arrête de penser qu'il y a une personne qui va pouvoir nous sortir de la situation. Vous voyez bien que c'est un problème de système. Le pauvre Macron, c'est quelqu'un qui s'est fait avoir par un système de flatteries successives et de compromis qui font qu'in fine, il se retrouve dans cette situation à éborgner et tuer des personnes, enfin, en tout cas les mettre dans des états critiques pour essayer de sauver sa peau. Enfin, je veux dire, j'ai pas d'empathie pour Emmanuel Macron, mais c'est pas le sujet, quoi. C'est vraiment pas le sujet. Cette personne est l'expression d'une défaillance et d'une déficience. Elle n'est pas, et sa chute n'est qu'un préambule à une reconstitution politique qui va prendre beaucoup de temps et qui va demander beaucoup d'efforts collectifs et un grand effort de pensée, et auquel je crois fondamentalement parce qu'encore une fois, il y a une mobilisation massive qui fait que même si ce sera... Moi, je pense que les Gilets jaunes peuvent provoquer une rupture. Si ce n'est pas les Gilets jaunes, de toute façon, 6 mois plus tard, il va se passer autre chose, parce que la crise est systémique et il y a une telle tension, et la politique que veut mener Emmanuel Macron est tellement aux antipodes de ce qui est nécessaire aujourd'hui pour nous sauver et de la crise écologique et de la crise sociale et de la crise politique, que de toute façon, on se retrouvera à nouveau dans une sphère de tension. Moi, ce que j'espère juste, c'est que justement, on ne se retrouve pas dans une situation où ce soit finalement Marine Le Pen qui récupère l'ensemble, parce qu'on se sera retrouvé trop attentiste au moment où, en effet, on avait une possibilité de récupérer le pouvoir. Moi, je crois vraiment que ce livre va avoir un effet massif, non seulement parce qu'en fait, je pense qu'il va vraiment circuler beaucoup, comme il l'avait fait dans sa version en ligne, mais parce que le fait que ce soit un objet livre va le rendre beaucoup plus difficile à ignorer, enfin, à boycotter de la part des élites. Et ce livre, à mon avis, est tellement décomposant pour eux, parce que j'ai été tellement à l'intérieur de ce système, j'ai été tellement proche de ces gens-là, je les ai tellement connus dans leur intimité, sans jamais avoir d'affinité idéologique avec eux, mais je les connais si profondément, et ils le savent si bien, qu'ils vont vraiment trembler à l'idée même que je renverse le rapport de force et qu'à travers juste l'ensemble des informations que j'ai accumulées tout au long de ces années, je redonne à des personnes comme vous la possibilité, très rationnellement, de leur opposer leur incurie, de leur opposer leur corruption et d'agir en conséquence et de les démonter, en fait, littéralement, au sens vraiment de déconstruction de leur appareil de pouvoir. Et donc, mon ambition, mon espoir, et j'ai l'impression que c'est en train de prendre un peu quand même, c'est que vous soyez en capacité de vous saisir de ces outils et que vous preniez votre destin en main. Et s'il y a des personnes comme vous qui considèrent que c'est d'abord le RIC, s'il y a d'autres personnes qui pensent que c'est d'abord la proportionnelle, de toute façon, c'est ni moi ni personne d'autre que vous, en fait, qui vont prendre demain les décisions, parce que le seul objectif, encore une fois, des Gilets jaunes, selon moi, c'est de provoquer cet approfondissement démocratique où, à nouveau, vos voix seront entendues, à nouveau, vous aurez l'impression d'avoir une prise sur votre destin. Donc, à la limite, ces discussions que l'on a maintenant, moi je pense qu'elles sont importantes, intéressantes, et elles sont importantes parce qu'il faut préparer l'après, évidemment, il ne faut pas qu'il y ait un trou le lendemain, mais il y a un accord tacite sur le fait que, quoi qu'il arrive, ça fera l'objet de négociations politiques, de consensus, etc., d'une discussion, de toute une série de procédures, justement, pour mettre en place des rapports de force politiques sains, dans lesquels, justement, des intérêts divergents vont se confronter et vont finir par trouver des compromis. Chose qui aujourd'hui est devenue impossible, la preuve en étant un mouvement de Gilets jaunes qui est écrasé policièrement parce qu'aucune réponse politique ne lui est apportée. Oui, je voudrais poser une question concernant la Révolution, parce que ça fait, pour ma part, 51 ans que je l'attends. Elle met du temps à venir. Alors, moi, je participe au mouvement des Gilets jaunes. Je suis allé aux assemblées générales, je suis allé aux manifestations. On se trouve effectivement dans un moment où la répression arrive à bloquer les manifestations. Alors, est-ce que l'angle mort, il ne se trouve pas du côté du portefeuille de cette oligarchie? Parce que cette oligarchie que tu nous décris très bien, et c'est vraiment passionnant, c'est l'oligarchie des possédants, des gens qui possèdent les moyens de production. Est-ce que ce n'est pas de ce côté-là qu'il faut aller taper et bloquer le pays, alors en grève générale, etc. Et donc, question liée à ça, est-ce que le problème du lien avec les organisations ouvrières, les organisations du mouvement ouvrier, les syndicats en particulier, qui ont eu une attitude scandaleuse par rapport au mouvement des Gilets jaunes, particulièrement au début, où ils ont condamné la violence des Gilets jaunes et pas du tout la violence des policiers,
de l'État. Est-ce que ce n'est pas aussi de ce côté-là qu'il faut aller trouver du soutien, ou si ce n'est pas les syndicats, les travailleurs eux-mêmes, pour arriver à bloquer l'économie du pays, parce que c'est ça qui fera céder, à mon avis, l'oligarchie et la bourgeoisie. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une déprise par rapport à tout appareil de pouvoir. Et les syndicats ont montré pendant la crise de Gilets jaunes qu'ils étaient un appareil de pouvoir parmi les moins séduisants de tous les appareils de pouvoir. L'ambiguïté, voire le jeu contre-intuitif d'abord et contre-productif qu'a mis en place la CGT pour saboter le mouvement, de façon encore pire que le Parti communiste sous mai 68, en appelant notamment, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand même après l'acte 3 ou 4, à une grève des routiers le dimanche, qui a été d'ailleurs levé entre-temps. Enfin, c'est quand même, on a été là. Enfin, c'est-à-dire qu'on laisse le samedi passer et après... Enfin, c'était complètement délirant et c'est ambigu. Donc, il ne faut plus rien attendre d'eux. Il faut que les syndicalistes deviennent gilets jaunes, parce qu'évidemment, les syndicalistes de la base ont été trahis par leur direction et il faut qu'ils arrêtent d'investir leurs efforts dans un appareil de pouvoir qui est devenu désuet et voire contre-productif, et qu'ils investissent le mouvement qui aujourd'hui est en capacité de faire bouger le gouvernement de façon la plus radicale possible. Ça, c'est à mon sens le plus important. Après, sur la question du portefeuille, vous aurez remarqué peut-être qu'ils ont un portefeuille légèrement plus grand que le nôtre et que du coup, en termes de guerre d'usure, je pense qu'ils ont plus de moyens de tenir que nous. Donc la question, c'est pas tant de paralyser la machine économique que paralyser les infrastructures et la vie du pays de façon à déposséder le pouvoir de ses capacités de gestion du pays. Et c'est quoi les principaux points? Alors, il y a les points de circulation de type raffinerie, port et compagnie. Ça, c'est une chose, mais il faut Là, pour le coup, c'est un peu... Là, je redeviendrais un révolutionnaire romantique. Si je disais aller bloquer les raffineries du pays, vous allez me dire, sympa, comment est-ce qu'on fait, quoi. Enfin, ils nous foutent trois camions de CRS. Donc c'est pour ça que moi, je crois encore aux mobilisations massives qui s'attaquent au lieu de pouvoir les samedis ou d'autres jours, mais surtout les samedis parce que c'est devenu un rituel qui, certes, nous épuise, certes, est rentré à un moment dans un certain train-train, mais on a vu qu'on pouvait en sortir aussi. Et alors probablement samedi prochain et samedi d'après ne seront pas du tout aussi forts que samedi dernier, mais comme vous l'avez vu, il y a une mobilisation massive à nouveau à Toulouse à la mi-avril. C'est plutôt par ces procédures-là et par le fait que derrière, quels sont les outils de maintien de l'ordre en France pour ce pouvoir républicain qui se disait républicain et qui, à mon avis, l'est toujours moins, et c'est les préfectures. Une capitale qui perd ses préfectures, c'est une capitale qui perd le pays. Les préfectures sont le relais de l'administration d'État au sein des territoires, et c'est les yeux, les oreilles, les mains et les bras de l'État. D'accord ? Sans préfecture, vous êtes dans l'incapacité de donner des ordres aux forces de police, de comprendre ce qui est en train de se passer, d'avoir accès aux renseignements territoriaux, etc. Donc s'il y a une cible que vous auriez à choisir de façon pacifique et tout à fait sympathique, c'est évidemment à ce niveau-là. Et ils l'ont bien compris. Et c'est quand vous allez à Montpellier, évidemment, qu'est-ce qui est le plus défendu? La seule chose qui est défendue dans la ville, par exemple, c'est évidemment la préfecture. Ils ont bien compris que c'était là-dessus que ça se jouait. Et au contraire, qu'est-ce qui les a vraiment fait trembler et a fait qu'Emmanuel Macron a compris qu'il y avait un point de bascule et qui a fait qu'il a dû lâcher ces 13 milliards d'euros, ça a été le Puy-en-Velay. Donc voilà, à un moment, encore une fois, c'est une question qu'on doit tous se poser. Est-ce qu'on est sérieux dans notre volonté d'engagement ou pas? Et si on est sérieux et si on commence à s'auto-organiser sans attendre des instructions de là-haut, parce que ça, c'est des choses qui se font à très peu de personnes, encore une fois, ça peut être des actes symboliques. Ça peut être aller taguer sur une préfecture un portrait de Julian Assange, mais revenir le lendemain, et revenir le jour d'après. Et revenir le jour après, au bout de 10 jours, vous allez avoir un préfet qui va devenir fou, qui va demander soit qu'on l'envoie en asile psychiatrique, soit qu'on le rapatrie à Paris, parce qu'il en aura marre d'être harcelé de façon pacifique, etc., par des personnes qui, à un moment, lui montreront qu'elles ne lâcheront pas prise. Et que tant que Paris n'aura pas entendu qu'il y a une colère qui est républicaine, qui est démocratique, qui ne cherche qu'à une chose, c'est revenir au fondement de ce système et de retrouver une capacité à agir collectivement, sainement, sans se retrouver dans des opérations de corruption comme la privatisation de l'aéroport de Paris, qui est une affaire de corruption. C'est de la pure corruption qui va nous coûter des milliards et contre laquelle on est en train de nous envoyer au visage dans l'indifférence complète, dans un contexte où le minimum aurait été de décaler, voire d'annuler cette mesure par simple respect. Et se dire, ok, on est allé trop loin, ok, vous nous avez gaulé, ok, on a compris que vous nous aviez grillé, bon, pardon, quoi. On trouvera une autre façon de vous avoir la fois d'après, mais bon, là, c'est vrai que, non, ils nous font des doigts d'honneur, littéralement. Donc, à un moment, il faut qu'on ait cette indignation, parce qu'on est en train de perdre le reste de patrimoine qui nous reste, et on est en train de perdre, du coup, le reste de moyens d'action sur le réel qui nous reste. Alors, moi, je prends des risques en vous disant ça. Je pense que chacun, à notre mesure, doit savoir quels seront les risques qu'il pourra prendre pour défendre, encore une fois, sa souveraineté et assurer
la construction de quelque chose, et c'est là aussi la chose la plus importante, c'est derrière, il faut que vous conscientisiez de façon que vous vous saisissiez d'outils et que vous appreniez par vous-même le fonctionnement des institutions, que vous lisiez, etc., de façon à être des remparts à toute dérive qui demain, que ce soit de ce pouvoir, d'un pouvoir de Marine Le Pen ou même d'un pouvoir qui suivrait un effondrement de celui de Macron, pour vous assurer qu'en tant que citoyen, vous aurez les moyens de vous opposer aux dérives qui aujourd'hui ont lieu et qui demain pourraient être encore pires parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer dans ce genre de période. Et il ne s'agit pas de jouer aux apprentis sorciers. Et donc il y a un besoin de saisine collective de notre destin qui passe voilà, par tous ces actes et qui, à mon avis, peut être mis en action. Moi, peut-être que dans 3 mois, on se rendra compte que ce n'était pas possible et qu'il faudra passer à une autre dispositif et peut-être qu'on se ralliera tous derrière Ruffin. Mais aujourd'hui, je pense que vraiment le mouvement est là. Et la possibilité, on est sur une fenêtre historique, on a la possibilité de transformer un mouvement qui, à mon avis, est déjà rentré dans l'histoire, même si c'est une mineure en majeur. Il faut y croire et il faut donner ce qu'on peut pour y croire et pour le rendre effectif. Et se dire que si on n'y est pas arrivé, au moins on aura essayé et au moins on aura quelque chose à raconter, on aura quelque chose à garder pour nous et on ne sera pas des 68ards qui nous ont bassidés pendant 40 ans de leur révolte étudiante. Je ne parle pas des ouvriers qui avaient vraiment eu un rôle digne et extraordinaire, mais qui au moment où ils auraient pu prendre l'Élysée et vraiment provoquer une bascule qui aurait rendu au pouvoir au peuple, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de contourner et d'aller ailleurs. Moi je pense qu'aujourd'hui on peut y aller. Et il faut juste avoir ce reste de détermination, de courage et surtout de croyance dans le fait que c'est possible qu'on essaie de nous retirer. Bonsoir, je suis là, ici. Et je peux vous dire que ça me fait flipper de vous dire tout ça. Enfin, je veux dire, c'est pas, je fais pas comme si, comme un show. Alors voilà, moi je suis la syndicaliste de base. Voilà, donc j'en ai entendu là ce soir sur les syndicats. Je tiens à dire que effectivement tout n'est pas rose et tout n'est pas, enfin je veux dire voilà. Sauf que ça fait longtemps que je milite et on n'est jamais beaucoup nombreux sur le terrain. On vient nous chercher quand on a besoin de nous, mais on prend jamais sa carte. On fait le suivi des gens quand il y a besoin, mais quand il y a besoin vraiment, on se retrouve à 2 ou 3. Donc on a l'habitude d'aller au feu à peu et de gagner parfois, et de perdre beaucoup, d'accord ? Y compris dans nos vies personnelles, parce que quand il y a quelqu'un qui est sur la brèche et qu'il faut être au bout du fil H24, eh ben, on est là. Quand on sait que les gens sont au point de sauter, comme ça a été le cas pour certains ici à Orange, quand ils sont passés de France Télécom à Orange, on a été là. Donc voilà, donc je voudrais remettre un contexte quand même par rapport à tout ça, parce que voilà. Et la deuxième chose aussi dont je voulais parler ici, c'est que vous parlez de révolution, j'entends. Le mouvement de Gilets jaunes, j'ai été à certaines manifs, pas à toutes, parce que voilà, j'ai des enfants en bas âge et que je ne peux pas toujours y être. Mais que ce que je vois aussi se passer de plus en plus, c'est une complexification dans nos systèmes. Moi, je travaille ici, je suis enseignante-chercheuse à l'université, et que ce soit à l'université ou à l'hôpital ou dans toutes les structures que je connais, il y a une complexification telle, on met les gens tellement sous pression qu'ils n'ont même pas le temps de regarder ou de se retourner ou de lire ou de... Voilà. Et après, ça se termine soit par la violence, soit par une sortie dans la rue, soit par... une individualisation telle de la responsabilité, enfin, une mise en responsabilité individuelle telle de la personne que la personne pète un câble, quoi, et s'arrête de penser, de réfléchir. Donc oui, on a un moment historique, mais moi ce que je vois aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la merde et qui se débattent tous les jours dans la merde. Et c'est peu de le dire, d'accord ? Et je sais que dans ma classe sociale, entre guillemets, je parais une extraterrestre, parce qu'évidemment, les enseignants-chercheurs qui m'entourent, pour eux, mais non, j'exagère, j'ai tout entendu. Okay ? Donc moi, ce que j'aimerais comprendre à mon petit niveau et à ma petite échelle, c'est que comment on fait en sorte de rendre, non pas de l'action aux gens, parce que quand on les amène en manif, ça leur donne une respiration, mais sur la longueur, c'est-à-dire longuement, avoir des référentiels clairs, simples. Moi, quand je fais des réunions d'information, on est 10 gus, donc à bout d'un moment, on fatigue, pareil. Voilà, donc moi, je veux bien, je veux bien des solutions alternatives, peut-être, collectives, où qu'on peut réfléchir ensemble, mais je ne crois pas que décrier les uns les autres, se décrier les uns les autres, soit une solution. Merci.
Bonsoir. On parle de moyens d'action. Vous avez beaucoup parlé de Paris et de l'oligarchie parisienne. Il y a d'autres gens qui ont du fric et énormément de pouvoir dans ce pays. Je pense à Besnier de Lactalis, je pense à Auchan, je pense à Leclerc. Et puis je voudrais ramener un peu les gens sur un phare dont on ignore, mais qui peut être très efficace au niveau de la contestation, c'est la consommation. On pourrait commencer à dire à tous nos mômes d'éviter McDo et des gens comme Starbucks qui ne payent pas leurs impôts, par exemple. Et la deuxième chose, au lieu de faire une manif, on pourra aller un samedi à 400 chez Mélan, à Carrefour Mélan. Et 400, on achète tous un article à 1 € et on leur bouche les caisses. C'est légal, qu'est-ce que vous voulez qu'ils nous foutent? On vient acheter. Voilà, alors samedi prochain, les Gilets jaunes à 13h à la Tour Perret. Voilà, je voulais l'annoncer. Alors ma question, c'est qu'en est-il de l'oligarchie provinciale? Oui. Alors, sur la question de la consommation, il faut là où je suis d'accord, enfin, sur les modalités d'action alternative comme celles que vous décrivez, oui, mais sur la consommation, c'est comme vouloir changer, empêcher le changement climatique en consommant moins d'électricité. Enfin, c'est pas par des actions individuelles qu'on va y arriver. Le pouvoir d'usure que l'on a n'est pas du tout suffisant. Donc là-dessus, non. Moi, je pense qu'il faut une action sur les centres de pouvoir et y aller très clairement pour ensuite avoir une capacité de décision politique qui permette justement de prendre des décisions au niveau macro. Sur la question de l'oligarchie provinciale, il faudrait faire tout un exposé détaillé. Moi, j'ai montré comment, en fait, j'ai essayé d'écrire comment Macron s'est appuyé sur ces oligarchies secondaires, enfin sur ces baronnies locales, qui elles-mêmes étaient en lien avec les oligarques de province. Sauf que, contrairement au pouvoir de droite qui jusqu'alors s'appuyait sur ces baronnies, Macron ne les avait pas constituées. Et que du coup, dès le moment où ces baronnies se sentaient menacées par Macronie, elles se sont barrées. C'est l'exemple de Colomb, par exemple. Vous voyez, ou dès le moment où il sentait que ça chauffait un peu trop et qu'il n'avait plus intérêt à rester, il est parti et il a reconstitué son appareil de pouvoir. Donc c'est ce qui explique la friabilité du pouvoir de Macron, d'ailleurs, aussi. C'est qu'il n'a pas constitué un quelconque des appareils de pouvoir qui l'ont porté au pouvoir. Donc il en est très dépendant. Et en plus, derrière, eux, ils ont une capacité à s'en défaire assez extraordinaire, ce qui explique ce raidissement extraordinaire de sa part, parce qu'il faut qu'il resserre les boulons. Et sur ces questions, sur Nestlé et compagnie, par exemple, sur Nestlé, c'est le deal qui a fait que Macron était riche, est devenu riche, avec Pfizer, si je ne me trompe pas. Et ce deal-là, il a été fait à Paris. Parce que même si, en fait, leur pouvoir, notamment leurs centres, etc., sont en province, ils ont besoin de passer par le pouvoir régalien, par l'État, pour sécuriser leur position. Donc en fait, en touchant Paris, vous touchez en fait à l'ensemble des positions de province. Ce qui n'empêche pas d'avoir des actions directes sur le territoire pour justement accroître la pression de la part de ces oligarchies vers Paris, de façon à ce que ces oligarchies lâchent Paris. Mais il faudra avoir conscience que si on joue à ça, on ne se débarrassera pas de ces oligarchies. C'est-à-dire qu'on se débarrassera peut-être de Macron, mais les appareils de pouvoir à l'échelle locale resteront présents. On va devoir arrêter. Je vais poser une dernière question parce qu'elle revient souvent dans les SMS. Pas mal de gens se demandent toutes ces choses inavouables que tu as couchées sur écrit. Comment tu as fait pour te prémunir des actions en justice, notamment autour de l'atteinte à la vie privée? Et avant de te laisser répondre, il y a 3 personnes qui cherchent un covoiturage pour aller à Villeneuve, vu qu'il y a une grève des trams ce soir. Donc je vous propose qu'on organise un espace covoiturage là-bas, par là-bas. Et sinon, on fait une manif sauvage, on rentre à pied. Hein. Je te laisse répondre. Ce qui m'a autorisé à l'écriture de ce livre, on va finir là-dessus, c'est peut-être pas forcément le plus intéressant, mais peut-être que quelque part si, c'est que j'ai eu une déprise complète par rapport à ce système de pouvoir, c'est-à-dire que j'ambitionnais plus de m'y intégrer, et surtout j'avais rien à perdre. C'est-à-dire que j'avais pas de propriété, j'étais pas un bourgeois au sens littéral du terme. C'est-à-dire que j'avais pas de famille à perdre, j'avais pas d'appartement, j'avais pas de biens, j'avais pas de poste à mettre en danger. J'avais effectué cette déprise les années d'avant, de façon jusqu'à me retrouver à un moment au RSA, par refus de compromission successive, et en acceptant en fait de renoncer à tout ça quelque part par idéal, en tout cas par accroche à ma liberté et à mon refus en fait de devenir l'un d'entre eux, parce que j'ai trouvé, mais par égoïsme, hein, parce que j'ai trouvé particulièrement évidé, sans vie, triste et insignifiant, quoi. Et quand j'avais la chance à côté de travailler avec quelqu'un comme Julian Assange, son intelligence, sa vivacité, son courage, etc., je peux vous dire que tous les sacrifices
que j'avais fait pour m'en arriver là et tout ce à quoi je renonçais valait quelque part largement la peine. Et cette beauté justement de l'émulation a été très très importante pour moi et explique en fait pourquoi à côté tous ces personnages dont je vous parle n'ont pas eu la force d'attrait suffisante pour me mener à eux, ou en tout cas pour me faire rester près d'eux, parce que j'ai eu la curiosité d'aller les voir, j'ai eu la curiosité de les rencontrer, c'est ce qui m'a permis en fait de les comprendre, etc. Et à un moment, je me suis rendu compte que ces personnes étaient d'une vanité et d'une absence de pensée tellement sidérante que ça n'avait aucun sens de me mettre à leur service et que quelque part, je m'effondrerais si je le faisais à leur côté. Donc évidemment, ça a beaucoup coûté, mais en même temps, ça a permis cette liberté, et cet espoir que ça servira à quelque chose. Parce que, encore une fois, ça me fait un peu, je finis là-dessus, ça me fait un peu peur de faire ces appels qui peuvent sembler un peu aberrants finalement, mais je peux vous assurer que ça vient vraiment d'une conviction très forte. J'ai tenté pendant des années d'intégrer le système de l'intérieur, de voir quelles étaient les marges de manœuvre. J'ai fait dans une série de positions délirantes. Quand vous parliez de CV qui est beaucoup trop long, vous avez raison, il est beaucoup trop long parce que j'ai beaucoup trop tenté d'essayer de l'intérieur de garder une forme de pragmatisme et d'honnêteté, en même temps de vraiment me les bousculer jusqu'à me rendre compte qu'en fait le système était trop muré et qu'il n'y avait rien à faire, alors que j'avais pendant des années accumulé un capital symbolique énorme pour me donner les outils de provoquer cette bascule. Et donc à un moment, je me suis dit, peut-être naïvement, que si même moi, je n'arrivais à rien, pourquoi attendre de quelqu'un d'autre qui a peut-être moins d'outils que moi, parce qu'il était moins intégré à ce système, il a eu moins accès à ces personnes-là, etc., pourrait faire quelque chose de différent. Et j'ai fini par croire que non, qu'en fait, la seule façon qu'il y avait de changer ce système, de le rendre plus juste et d'aider et de rendre la politique, à la politique sa noblesse, c'était de provoquer une bascule d'ensemble et redonner la possibilité à chacun de se saisir de ces questions.